Bonjour. On va commencer et puis s'il y en a qui sont un petit peu en retard, ils pourront rentrer en cours. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait depuis longtemps que j'avais envie de parler des plateformes alternatives, on va dire. Et voilà, moi-même étant une spectatrice assidue, ça me semblait important à notre époque d'en parler. Du coup, je vous présente Wafa Garmani de la plateforme Henri, qui est liée à la Cinémathèque, Pauline Baduel de la plateforme Madeleine, Lisa Hurti-Manzanares pour Tank et Jean-Baptiste Viau de la Cinéthèque. Oui, vous pouvez applaudir. Alors je voulais commencer en parlant des appels aux États généraux du cinéma qui se sont déroulés le 6 octobre dernier à l'Institut du monde arabe à Paris. Et les plateformes y étaient sans cesse pointées. Et il nous semblait important du coup aujourd'hui de pencher sur celles qui existent en dehors de Netflix ou Amazon, Prime Video, etc. Et de se pencher sur le travail qu'elles mettent en place. Sans aller non plus à l'encontre de la salle, et pour nuancer un peu une pensée parfois diabolisante et un peu de bloc. Après la période terrible du confinement et des fermetures de salles, la présence des plateformes alternatives et la multiplicité de leurs propositions ont été pourtant bienvenues et nécessaires pour accompagner cette solitude cinéphile. Enfin, on dit souvent que voilà, la télé n'a pas entraîné la mort du cinéma. Je pense que ça fait des années qu'on annonce la mort du cinéma et que c'est toujours pas le cas. Donc moi, j'y crois encore. Et je pense que c'est pareil pour les plateformes. Mais à mon avis, elles enrichissent au contraire le rapport à la salle et notre cinéphilie. J'avais très envie dans cette introduction de citer Truffaut. Aujourd'hui, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Serenada 3 de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait, j'y allais en me disant que je pourrais attendre 1 an ou 2 avant de le revoir. Là, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo. La vidéo, le DVD, le streaming, il y a d'ailleurs un énorme flux de demandes qui montre l'envie des spectateuristes de voir des films en ce moment. Donc, vidéo, DVD, streaming comme livre de chevet, comme film de chevet pour voir et revoir les films, mais aussi comme découverte grâce à un vrai travail d'éditorialisation, de proposition. Voilà, c'est ce qui me semble important en ce moment. Donc, en ce qui me concerne, je suis une spectatrice assidue de la salle. Je suis toujours fourrée dans les salles, mais je suis aussi très exaltée en voyant les programmations des différentes plateformes invitées. Et ma cinéphilie s'en trouve tout aussi stimulée. Voilà, je voulais commencer par ces mots. Donc la plateforme Henri qui est liée à la Cinémathèque française, Madeleine qui est liée à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, Tank qui est une branche issue des états généraux du film documentaire de l'USAS, tandis que la Cinéthèque est le fruit d'une idée construite avec Universiné, la première plateforme VOD de films d'auteur. Je voulais savoir déjà que chacun d'entre vous puisse vous présenter votre rôle aussi dans ces plateformes et aussi présenter vos plateformes respectives et leurs histoires. Donc peut-être si tu veux commencer. Donc, bonjour tout le monde, je vais donc vous présenter la plateforme Henri. En fait, elle est vraiment née du confinement. Quand la Cinémathèque s'est trouvée fermée, on a pu voir énormément de choses se mettre en place autour et on s'est dit qu'il fallait que la Cinémathèque aussi puisse mettre en avant ses propres collections et puisse donner à voir des images à un moment où on n'avait plus du tout d'accès à la salle. Et donc elle a été faite en 3 semaines complètement en interne, elle est toujours totalement en interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas un service dédié à cette plateforme, mais on travaille entre 2-3 services ensemble, on est 4-5 en fait à travailler sur cette plateforme. Et ça a été finalement facilité du fait que ma collègue Émilie Coqui, qui ne peut pas être là aujourd'hui, et moi-même, on avait dès 2012 commencé à créer un catalogue des films restaurés de la Cinémathèque. Je suis censurée. On avait déjà du matériel, et des films, des textes. On savait ce qu'on voulait mettre en ligne. C'était un projet qui tenait à cœur depuis longtemps à notre service, qui est la valorisation des collections, de pouvoir rendre plus visibles les collections de la Cinémathèque française, donc, et en particulier les films qui nous appartiennent. Juste pour faire une précision, on a énormément de films. On a, je sais pas, 50 000 films à la Cinémathèque, mais on a des copies. Ça ne veut pas dire que les films, on n'a pas forcément les droits sur ces films. Mais on a aussi des films dont on a les droits, et c'est vraiment ces films-là qu'on voulait remettre en avant, qui étaient pour beaucoup des films des années 20, 30 et même plus anciens.
Et en même temps, pendant le confinement, ce qui s'est fait, c'est que à la fois on a mis en avant les films de nos collections, mais aussi beaucoup de gens, par exemple comme Gaspard Noé, sont venus nous trouver en disant on voudrait mettre aussi nos films en ligne sur votre plateforme. Et c'est un peu comme ça que ça s'est créé. Donc d'avril à juillet 2020, on a mis un film en ligne par jour, Et après, à la rentrée, comme le rythme de travail a repris plus ou moins normalement et qu'on a donc on avait à la base un autre travail, on a décidé de le faire une fois par semaine, avec parfois des focus sur, des mini-festivals sur quelques jours, sur une semaine, et on divise les films selon des corpus pour qu'on puisse les retrouver. Donc le nombre de films en ligne, ça varie. Là, on en a à peu près, je crois qu'aujourd'hui, on en est à 144. Peut-être que la semaine prochaine, on aura un petit peu plus, un petit peu moins. On essaie le plus possible de les rendre aussi accessibles à l'étranger. C'est une plateforme qui est mondiale, donc qu'on peut vraiment visionner du monde entier. Et on a pu mettre des sous-titres en anglais pour à peu près 85-90 films. Voilà, donc voilà en gros la présentation de la plateforme. Donc des films de nos collections, mais aussi des films qui viennent d'ailleurs et des formats, surtout qui ne se prêtent pas forcément à la salle, des courts-métrages, des films expérimentaux, des fragments, des films parfois très abîmés. Voilà un peu. Merci. Pauline, est-ce que tu veux qu'on lance la vidéo maintenant ? Oui. Bon bah du coup, je dois faire un petit geste comme ça pour mettre la main. Voilà, c'est Madeleine, Madeleine Lina. On l'a lancé pareil au tout début du confinement. Alors c'était prévu, le lancement était prévu de toute façon autour de cette période-là, mais évidemment on a accéléré le processus en soutien à la culture. Et donc pendant 3 mois, Madeleine a été accessible en gratuit pour faire découvrir à peu près 15 000 contenus de l'INA en intégralité. C'est vrai que jusqu'à maintenant, vous pouviez déjà accéder aux archives via la chaîne YouTube, enfin les multiples chaînes YouTube de l'INA, Facebook, ina.fr. Le but de Madeleine, c'était vraiment d'offrir des contenus en intégralité et d'axer sur la fiction, les séries, donc tout ce qui est diffusé à la télévision de la fin des années 50, début des années 60 jusqu'à la fin des années 80. C'est vraiment le cœur du catalogue. Et on a accès de plus en plus sur les fictions avec des visages, comme vous venez de voir. Donc on est allé chercher les premiers grands rôles, les premiers films de réalisateurs aussi. Et petit à petit, on a créé une programmation éditoriale. Mais à côté de ça, sur Madeleine, vous pouvez aussi découvrir les documentaires. Donc ça, c'est une grosse partie du catalogue. L'INA coproduit en moyenne 60 documentaires par an. Donc on a des nouveautés. Il n'y a pas que des vieux documentaires de télévision. Mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir des collections dans leur intégralité. Moi, quand je suis arrivée sur Madeleine il y a 3 ans, Madeleine n'existait pas. Et c'est vrai que j'ai découvert des séries comme Les Femmes aussi, qui sont des documentaires des années 60, les toutes premières émissions consacrées aux femmes, avec des documentaires très longs, souvent réalisés par de grands noms comme William Klein, etc. Donc Madeleine sert justement à aller chercher ces petites pépites et les montrer en intégralité. Et c'est aussi une plateforme où vous pouvez découvrir le théâtre. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes SVOD, c'est pas un genre très, très connu et le théâtre à la télévision a besoin un peu d'être montré. Donc, on a à la fois des grands classiques et du théâtre de Bouvard. Et puis, on a aussi des concerts et des émissions. Donc, c'est très, très vaste.
Mais sur les films, je dirais que à peu près, donc ce sont des films de télévision, ce qui veut dire qu'ils ont été diffusés à un moment à la télévision. Ça n'empêche pas qu'ils aient été diffusés par la suite dans des salles de cinéma ou même qu'ils ont fait l'objet de rétrospectives ou de projections dans des festivals. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est quand même des films de télévision. Parfois, c'est des films qui ont été censurés, qui n'ont pas été diffusés, donc ça aussi, c'est intéressant de montrer. Et on fait aussi de l'acquisition, donc il nous arrive d'enrichir notre catalogue à partir d'une ligne éditoriale qui existe déjà sur Madeleine. On va chercher des premiers films de réalisateurs, voire des séries finalement, des séries courtes qui peuvent aussi, je pense, je sais pas, sur Piala par exemple, La Maison des Bois, on l'a restaurée. Enfin, on essaye voilà, d'aller chercher dans notre catalogue à nous, de libérer les droits. C'est évidemment le gros du travail, puisque c'est la même chose que pour la Cinémathèque. On n'a pas les droits sur tous les films, sur toutes les séries, donc il faut aller convaincre les ayants droit, des fois les trouver, les chercher, parce qu'ils n'existent pas forcément. Enfin voilà, donc c'est un gros travail, et on est une équipe, moi je pilote l'équipe éditoriale, et c'est un combo assez intéressant, parce que c'est la rencontre, à la base je suis journaliste culture, donc c'est vraiment la rencontre de journalistes et de documentalistes qui donne Madeleine, quoi. Donc on est 4 en tout. Voilà. Merci. Lisa, tu veux aussi montrer la bande-annonce avant? Ouais, ok. Alors, deuxième bande-annonce. Merci en cabine. Bonjour, du coup, je vais vous parler de Tenk, qui est une plateforme SVOD de documentaires de création. Ça a été vraiment conçu pour mettre ça en avant. Ça a été lancé en 2016. Enfin, il y a une première version bêta d'ailleurs qui a été lancée en 2015 et en même temps qu'un financement participatif en fait pour évidemment soulever des fonds, mais aussi déjà pour regrouper en fait une communauté d'abonnés. Enfin, c'était important de voir s'il y avait une vraie possibilité en fait pour cette plateforme. Et donc ça a fonctionné. En 2016, elle a été mise en ligne. Et en fait, Tenk, ça a été pensé du coup à l'USAS, où il y a le Festival des États généraux du documentaire, mais aussi plusieurs structures qui travaillent autour du documentaire de création, dont par exemple une association qui s'appelle DocMonde, et en fait qui fait des formations et des rencontres de coproduction dans plusieurs pays du monde. Au Sénégal, au Cambodge, à Madagascar. Et en fait aussi, ces films qui sont issus de ces rencontres, il y avait la question de comment on peut les montrer, où est-ce qu'on peut les voir. Donc voilà, c'est venu d'une réflexion en fait à la fois sur certains films, certains documentaires en fait qu'on ne peut voir que dans le cadre de festivals et après qui disparaissent. Donc c'était à la fois pour valoriser tous ces films. Et ensuite, la création Tenk aussi a été à la fois sur le soutien à la création, tout de suite. En fait, en 2015, il y a une réforme qui est faite autour du financement du documentaire, ce qu'on appelle COSIP à l'époque, au CNC, qui est donc en fait le soutien à la production de cinéma documentaire qui a été réformé en fait à ce moment-là et qui a bouleversé plein de choses dans la chaîne de création. Donc il y a eu aussi une inquiétude en fait sur comment ces films qui sont en partie financés par des diffuseurs qui sont des télés locales, donc qui sont des petites télés mais qui laissent une très grande liberté de création, se sont mis à disparaître, ou en tout cas ont été contraintes à cette époque. Et donc voilà, la réflexion, ça a été, est-ce que Tenk, qui va à la fois diffuser les films qui sont finis, est-ce qu'il ne peut pas aussi faire ce travail
de rentrer en coproduction et de soutenir ces films comme le font une télé locale. Donc voilà, c'est passé par plusieurs réflexions. Tout au début, Tank a failli vraiment être une télé en fait locale qui aurait été en Ardèche. Et donc voilà, ensuite le format de la plateforme numérique, finalement ça a été ce format-là qui a été choisi. Et donc juste pour finir, en fait, voilà, Tank aussi coproduit des films depuis 2018. En fait, il y a eu 2 ans après sa création, après des négociations auprès du CNC pour qu'il soit reconnu comme un diffuseur capable de coproduire. Voilà. Donc il y a en fait à la fois vraiment toute une activité de diffusion qui est vraiment majeure à Tank et qui est composée par une grosse équipe éditoriale. Donc moi je suis programmatrice à Tank. On est une vingtaine en fait de programmatrices. On a tous en fait des métiers à côté. Moi, je suis réalisatrice, mais il y a des exploitants, des projectionnistes, d'autres programmateurs, mais qui travaillent dans des festivals. Voilà. Et il y a aussi des programmatrices qui sont invitées en fait, parce que du coup à Tank, il y a du coup 6 films qui arrivent sur la plateforme toutes les semaines. Donc, ils sont proposés par cette vingtaine de programmatrices. Et après, il y a ce qu'on appelle des escales, qui sont des programmations thématiques, qui peuvent être un sujet, une forme. Enfin voilà, c'est très libre en fait, mais en tout cas, c'est 5 ou 6 films où une question de forme ou un sujet est creusé. Et donc là, souvent, il y a des programmatrices invitées, donc des personnes qui ne programment pas quotidiennement à Tank, qui viennent en fait travailler sur ces escales. Là, par exemple, il y en a une assez récente qui a été faite par Rokhaya Diallo et Grasly du podcast Kif Taras, où du coup, c'est vraiment elles en fait qui ont choisi 6 films sur la question de la représentation des personnes racisées dans le documentaire de création. Et voilà. Et après, ça peut être des partenariats plus larges ou par exemple, voilà, j'en ai une. Moi, j'avais programmé avec Caroline Châtelet, qui est aussi une programmatrice en fait à Tank, une escale autour de la question qu'on avait appelé amour, chemin buissonnier. Donc en fait, on voulait explorer les différentes formes d'amour et ou de couple en fait dans le cinéma documentaire. Et donc là, on était aussi en partenariat avec Binge Audio, mais c'était un partenariat en fait plutôt médiatique où il y a eu un relais en fait dans leur réseau. Donc voilà, en fait les partenariats changent. Il y a des programmateurs qui s'impliquent vraiment ponctuellement, d'autres qui sont plus en extérieur ou juste on collabore sur les choix qu'on fait. Voilà. Et du coup, il y a aussi quand même une coordination de cette programmation où du coup c'est Eva Touran et Jérémy Joran. Avec qui du coup on a des discussions régulières sur les films qu'on propose. En fait, on a des comités de programmation. Avant, c'était 2 fois par an à l'USAS. Mais bon, ça devenait un peu compliqué de se voir, d'organiser les déplacements, parce que du coup, l'USAS, c'est un petit village en Ardèche. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc voilà, ça demande quand même aussi pas mal d'investissement pour venir. Donc maintenant, on fait des comités de programmation en ligne ou à Paris. Enfin voilà, les lieux changent. Et donc, on discute ensemble des films qu'on a envie de programmer, de qu'est-ce qu'on voit. Voilà, des fois, du coup, on travaille en binôme. Et ensuite, la programmation se fait de manière semestrielle. Donc, on leur propose en fait des listes de films. En général, c'est une 12aine. Et ensuite, eux, ils coordonnent. Donc, en fait, ils créent l'équilibre, ils mettent des choses en avant. Par exemple, c'est eux qui choisissent des coups de cœur qui sont mis en avant sur le site. Des fois aussi, ils impulsent des escales. Par exemple, là, ils nous ont proposé de travailler sur la question du making-of, de chercher des documentaires qui montrent comment les films sont faits, ou comme par exemple Lost in La Mancha sur le film de Terry Gilliam qui ne s'est jamais fait. Voilà, et donc là par exemple c'est eux qui nous ont proposé ça, et voilà, chaque programmatrice a eu des idées, on a collaboré ensemble. Donc voilà, les formes en fait de programmation sont multiples, et voilà. Qu'est-ce que je peux te dire ? Ouais, sinon je vais te redire, c'est ça. En plus, je tiens à dire que j'avais découvert The Smell of Sex de Daniel Arby dans une de tes programmations Tank. Donc merci pour ça. Et c'est un film qui est programmé au FIFAM. Voilà, petit clin d'œil.
Jean-Baptiste, c'est ton tour. Je tiens aussi à préciser par rapport à la Cinétech qu'on voulait aussi vous inviter parce que on s'est largement inspiré de la liste d'Alice Diop qu'elle a programmée en fait pour Cinétech, pour la carte blanche qu'on lui a accordée. Donc voilà, il y a aussi cette circulation dont on reparlera tout à l'heure entre festival et plateforme. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je suis très heureux que tu parles de cette circulation parce que évidemment un des enjeux majeurs et fondamentaux et qui ont présidé à la création de la Cinétech, c'est que les films continuent à être vus et qui continuent à être montrés et qui continuent à être diffusés et qu'ils le soient dans le cadre d'une offre légale en ligne puisque la télévision avait arrêté de faire ce travail-là depuis pas mal de temps, en tout cas autour du cinéma de patrimoine. Et voilà, moi il faut que je raconte un petit peu l'histoire de la création de la Cinétech, ça me semble important. La Cinétech, qu'est-ce que c'est? En attendant, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui s'est lancée en 2015, donc on est les plus vieux autour de cette table, j'ai l'impression qu'on est tout nouveau, mais en fait, ça y est, on vient de fêter nos 7 ans il y a une semaine. Et c'est une plateforme qui est intégralement dédiée à ce qu'on peut appeler le cinéma de patrimoine ou le cinéma classique, comme on le préfère, en tout cas les films qui ont plus de 10-15 ans. Parce que quand on s'est lancé en 2015, l'idée c'était de dresser une cinémathèque idéale en ligne, donc des grands films du XXe siècle. On s'arrêtait à 2000 au début, et puis évidemment, en avançant dans le temps, la notion de patrimoine se déplace et on évolue avec le temps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va jusqu'à 2010. Donc le film le plus récent proposé sur la plateforme, il date de 2010, et ça va des tout débuts du cinéma, autour de 1896. Je pense que le film le plus vieux qu'on a, nous, date de 1901. Donc première particularité que du cinéma de patrimoine. Et la deuxième particularité, c'est que ce sont des films qui sont tous choisis et présentés par des réalisateurs et réalisatrices du monde entier. Comment ça se passe? C'est qu'il y a tous les mois, il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui nous soumet sa liste de 50 films préférés. Donc ces 50 films préférés, c'est pas nécessairement les plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est les films qui intimement et à un niveau personnel les touchent le plus, les ont portés, les ont pourquoi pas aidés dans leur propre travail, dans leur propre, à la fois dans leur propre cinéphilie, mais aussi dans leur propre filmographie, quand ils ont commencé à faire des films. Et je remonte à 2014 pour comment s'est lancée cette idée, cette aventure de la Cinétech. C'est qu'en fait, tu évoquais Universiné tout à l'heure. En fait, il y a eu une rencontre en 2014 autour des enjeux liés à la VOD, à la SRF, c'est la Société des réalisateurs de films, et plus précisément entre 3 réalisateurs, Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté, qui, à la fin d'une réunion autour de la VOD, sont allés voir Alain Roca, qui était l'intervenant. Alain Roca, c'est un producteur qui a été à l'INA pendant quelques temps, justement, et on lui doit, c'est lui qui a produit notamment les premiers films d'Éric Rochant, Un monde sans pitié, Les Patriotes. Et ils sont allés voir Alain Roca en disant, et à l'époque, il était aussi président d'Universiné. C'est un petit peu compliqué, mais j'y viens. Et ils sont allés le voir en disant comment ça se fait qu'il n'y ait pas de plateforme dédiée au cinéma de patrimoine. Enfin, il y a quand même plein de films qu'on aimait follement, qu'on n'arrive plus à voir parce qu'ils sont plus tellement diffusés à la télé, que les cinémathèques, c'est quand même pas dans toutes les villes, donc pour l'accès à tout le territoire n'est pas garanti. Et c'est là qu'Alain Roca a répondu, bah oui, nous à Universiné, ça fait pas mal de temps qu'on aimerait faire un corner dédié au cinéma de patrimoine, mais qu'on ne sait pas comment l'éditorialiser. Et un peu comme une boutade, les 3 réalisateurs que j'ai cités juste avant ont dit, bah ça pourrait être nous. Voilà. Et c'est comme ça que l'idée est née. Et c'est ainsi que s'est constituée une association qui s'appelle la Cinémathèque des réalisateurs, qui a le mérite de dire ce que ça veut dire, cofondée par la SRF, donc représentée par Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté d'une part, qui sera en charge de l'éditorial, et par Universiné d'autre part, en charge de la technique. Voilà. Aujourd'hui, Universiné est membre fondateur toujours de l'association, mais il n'y a plus de lien direct entre la Cinétech et Universiné. La Cinétech est devenue vraiment indépendante. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a environ 110 réalisateurs et réalisatrices qui nous ont donné leur liste de films préférés. Ça fait un catalogue de 3000 films cités pour 2000 films disponibles en TVOD, comme on appelle ça, c'est-à-dire de la location unitaire, film par film. Je me reconnais beaucoup dans ce que disait Pauline sur la libération des droits et le fait d'aller chercher les ayants droit et les distributeurs. Quand c'est un film français de 2005, c'est souvent assez simple. Quand c'est un film coréen des années 60 ou un film tchèque des années 40, c'est parfois plus compliqué. Voilà, et on met à disposition un maximum de films selon les droits qu'on arrive à clearer et à libérer. Donc, on est disponible en France, en Belgique et au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche à l'heure actuelle.
Pour l'instant, on en reste là parce que justement la question des droits est compliquée. La territorialité des droits, c'est une chose vraie, véritable, qui existe et c'est difficile. Voilà. Et en plus de ce modèle de TVOD, c'est-à-dire à l'allocation unitaire, on a une petite offre par abonnement qui s'appelle la sélection du mois et qui est en fait une sélection de 10 films organisés selon une thématique donnée. Et ces 10 films changent tous les 10 du mois. Voilà pour les axes principaux de programmation et comment ça se passe. Chacune d'entre vous place sa programmation sous le signe de la rareté, que ce soit la Cinétech dont, je cite, l'objectif est de rendre accessibles des films sur Internet qui ne seraient pas forcément visibles autrement, la plateforme Henri qui programme des films rares de la Cinémathèque française, bon, je reprends aussi des choses que vous avez dit, Tank qui se consacre au documentaire ou Madeleine qui sort de l'oubli les films rares et singuliers, je cite encore. Pouvez-vous nous dire comment se passe la programmation de ces plateformes ? Vous avez déjà dit un peu quelques pistes. Et si cette caractéristique de la rareté, liée aussi à la question du patrimoine, comme tu l'as dit par exemple Jean-Baptiste, permet d'être un complément à la salle, que ce soit à la Cinémathèque, même si c'est arrivé avec le confinement, à un festival comme l'USAS, mais aussi aux salles de cinéma en général. Est-ce que c'est un trait qui démarque les plateformes et qui permet aussi de les mettre en valeur, selon vous ? Je vais peut-être revenir, je ne suis pas revenue trop sur les questions de programmation. Nous, on est principalement 2 à programmer à la Cinémathèque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Cinémathèque française, si vous vous souvenez, il y a 3 salles principales qui projettent des films, et puis maintenant, il y a la plateforme. Et on n'a pas voulu penser la plateforme comme un complément à la salle ou comme une 4e salle. C'était plutôt quelque chose d'un peu différent, qui parfois peut être en écho à la salle. Par exemple, récemment, on a eu une rétrospective Patricia Mazui à la Cinémathèque et on s'est dit qu'on aimerait bien passer ces courts-métrages en ligne. Donc pour l'instant, on en a mis un, mais c'est moi qui m'en suis occupée. On voulait en mettre qu'un, mais j'ai tellement adoré ces courts-métrages que je veux qu'on les mette tous. Voilà, donc la programmation, c'est à la fois une recherche, mais je pense comme pour Lina, dans nos propres collections, dans les films qui nous appartiennent. Le premier film qu'on a mis en ligne quand Henri a commencé, c'était La chute de la maison Huchère de Jean Epstein. Donc les films de Jean Epstein font partie des premières collections, des premiers films que Henri Langlois a pu avoir à la Cinémathèque française. Également, on a mis en ligne les films de la maison de production qui s'appelle Albatros, qui était une maison de production des années 20, qui a été créée par des Russes blancs qui ont émigré en France et qui a été la première collection de la Cinémathèque française, parce que le producteur, quand la maison de production a fermé en 1936, lui a tout donné. Donc on a d'un côté effectivement ces films-là, on a pu mettre en avant, on travaille beaucoup avec le CNC, puisqu'on travaille de toute façon de manière générale ensemble en mettant des sérials, donc ces films en feuilleton comme Les Vampires ou La Maison du Mystère. Je vous recommande La Maison du Mystère. Et en même temps, on ne s'interdit pas non plus les films récents. En fait, on est un peu entre deux. Typiquement, une des programmations qu'on a mis en place tout de suite après le début de la guerre en Ukraine, ça a été de mettre en avant des films ukrainiens. Donc on a commencé par les films de la réalisatrice ukrainienne Kira Muratova, donc ça c'était du cinéma de patrimoine, mais maintenant on met en avant les petits films qui ont été faits, qui sont d'un collectif qui s'appelle Babylone 13, et ce sont des documentaires en plongée directe dans le conflit. Donc ils existent déjà sur YouTube, ils ont leur propre site internet, mais on voulait leur donner une visibilité et les traduire en français. Et on en met 1 ou 2 par mois en ligne. Également, pour ce qui est des certains focus, alors on a un peu nos obsessions. Ma collègue Émilie et moi, elle, c'est plutôt l'Europe de l'Est, moi, c'est l'Asie. Donc, si vous regardez un peu la plateforme, vous verrez qu'il y a beaucoup de cinéma japonais, hongkongais, Thaï, etc. Ça, c'est plutôt moi. Et on travaille avec soit, pour le cinéma Thaï, on a travaillé avec nos collègues de la Thai Film Archive en mettant en avant des films des années 50, 60 et même, par exemple, le premier film queer amateur Thaï de 1954. Par exemple, on travaille donc à la fois avec d'autres archives du réseau de la Fédération internationale des archives pour mettre en avant leur travail, mais aussi avec des réalisateurs plus récents. On a fait un focus sur qu'on appelle American Fringe, qui à la base était une programmation en salle à la Cinémathèque qui a lieu 1 fois par an, là maintenant en novembre, et qui n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Et donc on a fait une sorte de rétrospective des 4 dernières années
de American Fringe, et après ça on s'est dit mais si on faisait ça avec le cinéma japonais, donc on a fait une programmation aussi de 9 films longs et courts-métrages expérimentaux japonais de jeunes réalisateurs. Là on est en train de travailler sur un programme avec l'école de cinéma Le Frénois pour mettre aussi en avant les films de leurs étudiants, et on va faire un petit clin d'œil et au Frénois et une collaboration avec le Centre Georges Pompidou qui fait une rétrospective de Tsai Ming-liang, et on va mettre en ligne un des films de Tsai Ming-liang très bientôt. Le pont n'est plus là. Donc voilà, la programmation, elle est vraiment est très très éclatée, et aussi c'est une manière de mettre en valeur les restaurations et les numérisations récentes de la Cinémathèque. Il y a le festival de la Cinémathèque française qui s'appelle Toute la mémoire du monde, du film restauré, et on est en partenariat, on parlait salles et plateformes. Il y a des projections en salle des raretés de la Cinémathèque, et c'est repris sur notre plateforme. Par exemple, le premier film béninois, enfin c'est pas le premier, mais en tout cas le premier film d'Alain Abikanlou, Sous le signe du vaudou, qui fait partie de nos plus grands visionnages, d'ailleurs, enfin, du plus grand nombre de visionnages d'un film de 74, a été numérisé et projeté en salle, et il est sur la plateforme. Pareil avec le film qui passe tout à l'heure, le court-métrage qui s'appelle Elle, de Ahmed Lalem, de 1966. C'est aussi un film qui a été comme ça donné, qu'on a numérisé, et qui maintenant est on va dire, nos best-sellers. On nous le demande tout le temps, donc on voit bien que la plateforme met en avant, et on ne veut pas du tout être en concurrence avec le cinéma commercial. Vraiment, je pense qu'on en a discuté de toute façon avec la Cinétech, on travaille ensemble. Il s'agissait de pas être, on voulait être dans un positionnement différent, avec des fois, on a un des premiers films un peu, pas érotique, mais qui s'appelle Le coucher de la mariée, avec un striptease. C'est un film de, 1896. Voilà, donc on a un peu des choses comme ça, un peu très très diverses, et le côté un peu Henri, on fait une programmation sur 6 mois à chaque fois, mais on ne s'interdit jamais de changer selon l'actualité, sur ce qui se passe. Par exemple, l'Ukraine, c'était complètement inattendu, et en une semaine, on a décidé de mettre des films en ligne. Voilà, donc on est à la fois sur le long terme, sur nos collections, sur les propositions d'autres. On aime bien travailler avec nos collègues aussi. C'est un peu comme Tank, on est vraiment très ouvert à nos collègues, ils peuvent venir nous voir pour en parler, et puis c'est vraiment des échanges et des rencontres, cette programmation. Et aussi juste peut-être, je ne sais plus si je l'ai précisé, Henri, c'est gratuit, c'est sans inscription, il suffit d'aller sur le site et bim, vous faites votre marché. Vous explorez, parce que c'est un peu difficile des fois de retrouver des films. Mais voilà. Je sais pas si on va faire deux. Pour Madeleine, la programmation, alors on suit l'INA, c'est évidemment le patrimoine, je pense que c'est assez clair. Après, il y a évidemment beaucoup d'anniversaires, de décès, donc on rebondit à l'actualité. On suit aussi ça de près. On peut suivre aussi l'actualité en salle. Je vous donne un exemple qui a très bien fonctionné sur Madeleine. Quand Les Illusions perdues sortent au cinéma, nous, on a la série originale, et on a aussi la suite, Splendeur et misère des courtisanes. Donc on met en avant la programmation pour faire découvrir notre série, et puis pour aller plus loin, etc. Et ça fonctionne assez bien. Les gens aiment aller. Je pense que ça peut tout à fait. On peut aller en salle, puis ensuite aller voir une série ou le premier film diffusé à la télévision qui traite du même sujet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Pour ce qui est de la rareté, c'est un peu jouer avec ce mot-là, parce que diffuser à la télé, rareté, ça va pas trop ensemble. Et pourtant, souvent c'est diffusé une fois, et ensuite ça tombe dans l'oubli, c'est-à-dire que ça tombe. Nous, on a une sorte de caverne d'Ali Baba qui s'appelle Totem, et dans Totem, il y a des milliers et des milliers de films comme ça qui restent des années. On a même un dossier enfer. Et là, dedans, c'est les films censurés, les films qui ont eu un problème à la diffusion. Enfin, c'est assez passionnant, parce qu'il faut prendre du temps de se plonger dans ce dossier enfer. Et donc là, forcément, on a très envie de faire découvrir. Alors, on va chercher des grands noms, parce que c'est plus facile aussi. C'est pas des contenus faciles d'accès, les contenus de la télévision des années 70. Et pourtant, moi, j'adore cette décennie, parce que c'est une décennie à l'INA où on a des producteurs audacieux qui vont vers des films expérimentaux, qui tentent des choses, qui vont un peu à rebours de ce que la télévision va faire ensuite. Et c'est là où moi, je puise vraiment beaucoup de films. Jean-Daniel Paulet, Guy Gilles. Guy Gilles, c'était une grande découverte. Moi, je ne connaissais pas
pas ce cinéaste qui était un peu noyé sous la nouvelle vague, qui était un proche de Varda. Il fait des films magnifiques et je vous donne un exemple. Là, on a le centenaire de la mort de Proust et je tombe sur... c'est un documentaire, mais pareil, à cette époque-là, dans les années 70, les documentaires ressemblent beaucoup à de la fiction parce qu'il y a de la mise en scène, on va chercher des acteurs pour déambuler dans les lieux de Proust de son enfance. Et là, c'est Patrick Joinet, qui était l'acteur fétiche de Guy Gilles, qui se balade comme ça et qui va rencontrer des gens qui ont côtoyé Proust. Je pense à Céleste, la femme qui a pris soin de lui à la fin de sa vie. Et donc là, on est vraiment dans 1h30 de docu-fiction, vraiment très, très, très beau, très bien filmé. Donc là, tout de suite, je vais le mettre en avant. C'est pas évident parce que ça peut être taxé d'élitisme, etc. À l'INA, on a quand même cette vocation à vraiment parler au plus grand nombre. Donc ça, c'est un grand travail dans l'éditorialisation, c'est de pas être exclusif. Donc c'est une des missions de l'INA. L'autre mission, c'est le film patrimonial, c'est-à-dire vraiment le patrimoine de la télévision dans son ensemble. Et ça, c'est important de pas aller chercher que ces petites pépites rares et vraiment d'élargir la programmation. Mais je vous donne d'autres exemples. Voilà, Godard décède. Bon, forcément, vous allez voir beaucoup de vidéos de l'INA sortir, des interviews. D'ailleurs, il tapait bien sur la télé, donc c'était marrant d'aller chercher finalement ce qu'il avait fait pour la télévision. Et j'ai été la première surprise. Il a fait des choses pour la télé, notamment 6x2, qui était une collection documentaire de 73, je crois, tournée à Grenoble. Elle est superbe. Alors, visuellement, c'est vieux, c'est pas restauré, donc ça aussi, c'est un gros challenge pour nous de porter à l'écran ce genre de contenu parce qu'on est diffusé sur la télé. Enfin, donc voilà, il y a aussi tout un travail de restauration et sur 15 000 contenus, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est enclenché. Et voilà, donc on arrive à pousser 6x2 de Godard, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de problèmes de droit, qu'on peut y aller, et donc on est hyper content, en tout cas l'équipe éditoriale, quand on trouve ce genre de choses, on est très content de le pousser. Mais c'est vrai que la programmation est très très vaste, on fonctionne avec l'actualité, des expositions, il nous arrive de faire des partenariats avec la Cinémathèque, je pense à Romy Schneider, où on avait remis en avant ses pièces de théâtre aussi. Donc on essaye d'être complémentaire finalement de l'offre culturelle qui existe, mais on a moins cette problématique par rapport aux films qui sortent en salle. Ça peut davantage se poser avec les documentaires. Je pense Retour à Reims, il est projeté ici. Voilà, c'est un documentaire dont l'INA est coproducteur. Donc Madeleine a les droits aussi de diffusion à un moment. Donc il y a des moments où, quand il est ressorti en salle après Cannes, on l'a retiré de la plateforme, puis on l'a remis ensuite. Enfin voilà, c'est des modes de fonctionnement qui se mettent en place, mais c'est très récent. Nous aussi, on apprend et tout est un peu en train de bouger aussi par rapport à ça, quoi. Oui, Lisa, je tenais à préciser que je t'avais invitée aussi en tant que programmatrice. Ça m'intéressait d'avoir ton regard, pas seulement comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe, on va dire, de Tank, mais qui a une fenêtre comme ça. Et je voulais savoir ce que ça fait d'avoir cette fenêtre sur cette plateforme aussi en termes de liberté ou non, enfin, pour programmer. Eh c'est vraiment très bien. Enfin, c'est vrai qu'on a vraiment une très grande liberté, en tout cas de proposition. Et voilà, moi, ça m'a permis aussi de découvrir des films. En fait, c'est que moi, ça m'a forcé à la recherche aussi. Le fait de devoir proposer des films régulièrement, et après, en particulier, le travail sur les escales, en fait, c'est vraiment passionnant. D'aller chercher les films, de les faire fonctionner ensemble, et de faire ça aussi en binôme ou des fois en trinôme, en fait. Donc ça, c'est sûr que c'est un travail précieux. Et en fait, plus largement aussi par rapport à cette réflexion sur la rareté, le rapport à la salle, au festival, c'est vrai que les films sur Tank sont pas forcément rares, mais c'est plutôt qu'ils sont... ils sont rares dans le sens où ils sont durs à voir, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il y a des films, si vous n'allez pas les voir dans tel festival, aux 2 séances, en fait, vous ne pourrez pas les revoir, quoi. À part en contactant les ayants droit. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est aussi très enthousiasmant, en fait, de se dire que ces films seront... en ligne sur Tank pendant 2 mois, et ensuite ce qui est proposé tout le temps aux ayants droit, c'est aussi de rester en TVOD, en fait, comme sur la Cinétech. Donc du coup, les abonnés peuvent payer pour louer le film, parce que du coup, les films restent en ligne que 2 mois, en fait. Mais je trouve que c'est très riche dans ce sens-là. Et après, moi, dans mon travail en dehors de Tank, c'est vrai que Tank, c'est aussi un endroit de référence quand je cherche un film, quand je me demande quel cinéaste, est-ce que son film est trouvable. Enfin voilà, ça devient en fait une base de données et de recherche, parce que du coup, même si les films ne sont
plus en ligne, ou même si les ayants droit n'ont pas accepté, n'ont pas voulu être en location sur Tenk, en fait c'est toujours répertorié sur le site. Donc va y avoir une petite fiche technique, le résumé, le nom de l'auteur, l'avis aussi du programmateur ou de la programmatrice. Donc c'est sûr que là, il y a vraiment un travail de valorisation du documentaire de création, et par rapport à l'actualité du coup des festivals ou des films qui sortent en salle, en fait ça a vraiment été pensé du coup comme une continuité. C'est-à-dire que par exemple il y a des partenariats plus ou moins formalisés en fait avec certains festivals, mais en général en fait on montre les films qui sont passés l'année précédente, voilà, au moment du festival qui a lieu. On fait ça beaucoup avec le festival Le Cinéma du Réel à Paris, ou Vision du Réel à Nyon, où du coup voilà on montre une programmation de l'année précédente, où on fait vraiment une continuité. Par exemple l'année dernière au Cinéma du Réel il y avait un focus sur le cinéma africain. Et du coup, sur Tenk, en fait, il y a des fragments qui sont dédiés à des réalisateurs ou des réalisatrices. Et donc là, il y a eu un focus sur Teno, qui est un réalisateur africain, et donc qui était mis en ligne en même temps que le festival. Donc en fait, ça permet aux gens en fait qui peuvent aller dans ces festivals, du coup, de continuer à avoir des choses en ligne, et les gens qui ne peuvent pas y aller aussi, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde, de pouvoir en fait suivre cette actualité en ligne, de créer aussi du désir. Donc ouais, c'est vraiment pensé dans cet esprit-là. Et par rapport à la salle, dans la bande-annonce, vous avez vu un moment, il y avait écrit le label Oh My Doc. Et donc c'est un label qui a été créé plus récemment, et en fait c'est du soutien à un film qui sort en salle. Donc une fois par mois, en fait il y a une commission de sélection qui est composée de France Culture, de Mediapart, de la Cinémathèque du Doc, avec laquelle Tenk travaille beaucoup sur les escales d'ailleurs, et avec aussi les écrans, qui est en fait un regroupement de salles de cinéma en Drôme-Ardèche. Et donc tous les mois en fait il y a un comité de sélection qui décide de soutenir un film qui sort en salle, et donc voilà, là ça va être un soutien sur de la visibilité. En fait c'est vraiment de mobiliser toutes ces personnes qui aiment le documentaire de création et qui le valorisent, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup d'associations, d'institutions, de structures qui travaillent autour, qui le montrent ou qui le valorisent, et donc de travailler ensemble pour qu'il soit visible en fait via Tenk, quoi. Donc c'est vrai qu'aussi, même en tant que programmatrice, en fait, on réfléchit aussi comme ça. Enfin voilà, quand on propose, moi, quand je réfléchis à une escale, je propose ça au sein du comité, mais aussi on réfléchit, est-ce qu'on invite quelqu'un pour comme parrain ou comme marraine, ou est-ce qu'on réfléchit vraiment à inviter un programmateur, une programmatrice extérieure qui pourrait nous amener en fait des films qu'on connaît pas. Après aussi la limite à Tenk, des fois c'est qu'on aimerait montrer des films qu'on ne peut pas, parce que voilà, soit les droits sont trop chers, soit ils sont inaccessibles. Enfin il y a des films où on ne trouvait pas en effet les ayants droit. Donc il y a plein de films où on arrive à trouver des liens, quelqu'un a des copies dans le fond de son disque dur, mais en fait on ne peut pas les montrer. Mais du coup c'est vrai que c'est très riche dans encore une fois, ce travail de fouille, en fait, qui est vraiment de la pure cinéphilie, et de comment, en fait, on décide de le montrer, quoi. L'éditorialisation est très forte, et ça, je disais, c'est pas forcément des films rares. Par exemple, il y a des films que vous pouvez trouver en ligne sur YouTube, qui vont être sur Tenk, mais en fait, c'est comment on les montre, avec d'autres films, quels sont les textes qui l'accompagnent. À un moment on réfléchit, il y avait une réflexion aussi à Tenk de ce qu'il faut aller plus loin. Il y a quand même des fois, il y a des groupes sur Facebook où on peut poster en fait par exemple des articles ou des entretiens, parce que en ce moment il y a un film qu'on a programmé et on veut proposer aux spectateurs, aux spectatrices d'aller plus loin. Donc à un moment il y a eu le débat sur est-ce qu'on aurait envie de mettre en place un forum, par exemple, au sein du comité de programmation. Après c'est encore en débat parce que c'est pas en ligne, mais c'est tout le temps en fait foisonnant et en mouvement, donc c'est vraiment très chouette, quoi. J'étais tellement happé par tout ce que vous disiez que je sais même plus exactement quelle était la question. C'était la question de la rareté, c'est ça? J'ai pris plein de notes en tout cas sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La question de la rareté à la Cinétech, elle est plus,
véritablement, enfin, elle est réelle en 2015 quand on se lance et que vraiment il y a très 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 peu de place accordée au cinéma de patrimoine dans le cadre d'une offre légale en ligne, encore une fois. Je parle évidemment pas du travail des cinémathèques ou même des éditeurs physiques, etc. Mais sur un marché qui est en train de se développer fortement à ce moment-là, c'est vraiment un angle mort. Donc c'est vraiment pour ça que la Cinétech se lance. Il y a quelque chose que j'ai oublié dans ma présentation qui est extrêmement crucial et important, c'est que vraiment ça a été créé par Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté comme un outil de transmission et presque d'éducation à l'image aussi, pas au sens nécessairement où on l'entend d'une séance doctorale, voilà, mais en tout cas avec l'idée de dire voilà ce que nous on a aimé, voilà ce qui nous a fondé, voilà ce qui nous a formé, voilà ce qu'on souhaiterait que vous voyiez. Et c'est comme ça que sur la Cinétech, il y a plus de 300 bonus exclusifs qu'on a tournés nous-mêmes et produits nous-mêmes avec les réalisateurs et réalisatrices qui nous donnent leur liste, où ils expliquent dans des petits bonus vidéo de 5 à 10 minutes pourquoi ils aiment tel film, est-ce qu'il y a une scène importante, qu'est-ce que ça a signifié pour eux dans leur parcours personnel et leur travail de réalisateur, etc. Et on a aussi justement un partenariat avec l'INA qui fait qu'on récupère certains extraits d'émissions de la télé de l'époque, comme Ciné-Regard ou Cinéma, ou le Ciné-Club de Claude Jean-Philippe, par exemple, et qui permet en fait parce que tout ce qui a été dit là, c'est la question de l'éditorialisation en fait, et de l'accompagnement des œuvres. C'est pas simplement... quand j'entends le travail de ces plateformes, que je connais bien par ailleurs, et ce qui est aussi ce qu'on fait à la Cinétech, c'est vraiment de rendre les films disponibles, mais aussi de les accompagner et pas de les lâcher dans la nature, en fait. Et ça me semble crucial et vraiment très important de le souligner. Ce que j'ai oublié dans la présentation d'avant, c'est que, je vous ai dit que la Cinétech reposait sur une association qui s'appelle la Cinémathèque des réalisateurs et qui a donc été cofondée par Universiné et la SRF, mais ensuite se sont agrégés tout un tas de membres au fil des années et assez vite, en fait, dont autour de cette table la Cinémathèque française et l'INA. Et après, il y a aussi le Centre Pompidou, la Cinémathèque de Toulouse, l'Agence du court-métrage pour la valorisation du court-métrage, l'Obster Film, voilà, j'en oublie, Gaumont, Arte. Et ça, en fait, l'idée, c'était vraiment de dire que fallait que ce soit... comment ils avaient dit à l'époque, ils avaient dit arborescent et amical ou amical et arborescent. Et c'est vraiment ça. Et ce que vous disiez là, ça me rappelle ça et ça prouve que c'est vrai. En fait, il y a des échanges et des complémentarités vraiment perpétuelles et qui me semblent très bien, très heureuses et qui sont évidemment des complémentarités avec la salle, avec le DVD, avec ce que font les autres plateformes, avec ce que font les festivals, avec ce que font tous les gens qui aiment le cinéma en fait ou l'audiovisuel et qui ont envie de le valoriser. Sur la question de la rareté, du coup, je rembobine à 2015. Depuis que la plateforme s'est lancée, je vous le disais, on a 2000 films disponibles. Il y en a plus de 800 qui étaient complètement inédits en VOD, au moment où on les a mis en ligne. Plus nécessairement aujourd'hui, parce que ça fait des émules. Et quand d'autres plateformes voient que, par exemple, tiens, un Douglas Sirk devient disponible pour la première fois en VOD, ils peuvent se rapprocher de nous, on échange les infos sur les distributeurs, les ayants droit, etc. Mais par exemple, quand la Cinétech s'est lancée, Viridiana de Buñuel, c'était pas du tout disponible en VOD, et c'était disponible en DVD dans une copie d'un éditeur qui n'avait en fait pas les droits de ce film. Théorème de Pasolini, c'était pas du tout disponible en VOD. Plusieurs Renoir n'étaient pas du tout disponibles en VOD. Voilà, donc vraiment des choses pas rares justement, mais qu'ils devenaient du fait que la télévision ne faisait plus tellement ce travail-là, et que, encore une fois, quand on n'habite pas dans une grande ville, c'est difficile de se déplacer dans une cinémathèque, par exemple. Le rapport à la salle, il est extrêmement fort à la Cinétech, puisque c'est encore une fois une cinémathèque des réalisateurs et des réalisatrices, et ils ont un attachement absolu, complet et immuable à la salle. Donc évidemment que la Cinétech a été pensée comme un complément à la salle et comme un complément à toute autre forme de diffusion. En fait, ça venait prendre le pouls de l'époque et d'un canal de diffusion qui se développait et qui continue de se développer. Voilà, il s'agissait de répondre à ça. Donc le travail autour du patrimoine, il se développe un peu partout, souvent par vrai goût, parfois par opportunisme. En tout cas, il se développe et ça, on en est heureux. Mais pour revenir sur les inédits, cette année, par exemple, on a été les premiers à proposer le Casanova de Fellini, par exemple. On est plus près de nous dans le temps, le film de Takeshi Kitano, Sin at the Sea. Dingue, enfin des films qui sont quand même récents et qui n'avaient aucune... ils n'existaient pas en VOD, en tout cas.
Non, mais des fois, on pense récent parce qu'on l'a vu jeune. Oui, c'est vrai. Mais en ça a fait, on plus n'est de plus 20 très jeune. ans, Oui, mais voilà. Bon, mais récent, c'est pas un film des années 20, quoi, tu vois. Ah, voilà. Voilà. Sur la complémentarité, j'ai envie de citer plusieurs choses. On parlait de Patricia Mazui, justement. Donc, Patricia Mazui est l'une des premières réalisatrices à avoir donné sa liste à la Cinétech. Donc, quand il y a Bowling Saturn qui sort, qu'il y a une rétrospective intégrale à la Cinétech française, avec des gens qui ont pu voir Travolta et moi en salle, cette chance, on remet l'accent sur Saint-Cyr, qui est disponible sur la plateforme. On remet l'accent sur la liste de Patricia Mazui, parce que si on aime Bowling Saturn ou qu'on découvre d'autres films à la Cinétech française, on a peut-être envie de voir quels sont les films qui l'ont formée, elle, ou de voir ce qu'elle a fait avant. Si on a eu le temps d'aller voir Travolta et moi en salle, mais pas Saint-Cyr, après on peut aller le voir sur la Cinétech. Voilà, c'est vraiment des ponts comme ça qui se créent. On essaie de rebondir sur l'actualité du mieux qu'on peut. Voilà, on parlait d'Alice Diop avant. Alors évidemment, on reçoit les listes très en amont parce qu'il s'agit d'aller acquérir les droits après. Alice Diop, en plus, elle nous avait le grand plaisir de citer un grand nombre de films qui n'avaient pas encore été sur la Cinétech. Donc j'ai eu un grand travail de recherche de droits. Donc à un moment donné, il faut décider d'une date parce qu'il faut décider d'un planning. Donc on avait appris qu'elle serait à Venise. On s'est dit, planifions ça autour de Venise. Grand bien nous en a pris puisqu'elle a eu le succès qu'on connaît. Et là, au moment de la sortie de Saint-Omer le 23, ça sera l'occasion à nouveau de remettre en avant sa liste de films préférés. La dernière chose dont j'avais envie de parler, Pauline parlait aussi des choses qui avaient été faites pour la télévision et qui sont très intéressantes. Justement, l'INA, en tant que membre, fait aussi partie d'une rubrique sur la Cinétech qui s'appelle les trésors cachés et qui là est une rubrique qui n'est pas du tout laissée aux réalisateurs et réalisatrices, mais aux institutions patrimoniales, aux archives du film, aux cinémathèques, qui veulent en fait montrer chez nous des films qu'ils ont dans leur collection, qu'ils ont œuvré à restaurer, pour lesquels ils ont participé à la restauration, qu'ils ont restauré, pourquoi pas, et qui sont pour le coup très peu visibles. Et c'est comme ça que justement, je prends l'exemple de l'INA en particulier parce que dans ce que moi j'ai découvert grâce à l'INA, il y a un cycle de films qui s'appelle Télévision de chambre, et c'était une invitation de l'INA à des grands réalisateurs dans les années 70 de créer une fiction pour la télé, et il y avait 2 contraintes. Le film devait faire 1 heure maximum et devait se dérouler dans un lieu unique. Et moi je vous invite à découvrir par exemple L'homme à la valise de Chantal Akerman, qui est formidable, comme toute l'œuvre de Chantal Akerman, mais celui-ci particulièrement, et qui est une vraie rareté, voilà, pour en revenir à la question de la rareté. Et tu parlais aussi de 6x2 sur et sous la communication, qui a été cité récemment et qui donc est arrivé sur la Cinétech, effectivement, qui est non restauré, qui est dans la qualité, voilà, elle est scalée. Mais je reviens là-dessus parce que ça nous semblait important aussi de montrer ces films-là, s'ils sont disponibles, même dans une copie qui n'est pas nécessairement restaurée, qui n'est pas extraordinaire. On l'indique, mais parce qu'on trouve que c'est toujours mieux de pouvoir voir les films dans une copie pas géniale que de ne pas pouvoir les voir du tout. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur cette histoire d'éditorialisation et le fait peut-être qu'il change, les plateformes alternatives que l'on peut représenter, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de présenter un contenu, et également je pense on est toutes des plateformes où on a toujours un texte d'accompagnement, et quand le film disparaît, effectivement, on garde la fiche du film, en tout cas sur Henri et apparemment sur Tank, et je pense aussi à la Cinétech, où même les films qui ne sont pas disponibles de la liste sont présentés pour avoir une référence, parce que c'est aussi justement ce travail patrimonial pour donner des idées, pour avoir au moins un contact et avoir une mémoire, vu que les cinémathèques sont une mémoire du cinéma. En tout cas, sur la plateforme Henri, on veut faire aussi la mémoire de cette plateforme et que les films ne redisparaissent pas dans les limbes directement, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez important que j'avais oublié. Je voulais juste rebondir justement sur ces films, ces collections de télévision. Donc c'est Claude Grisard qui était le producteur incroyable des années 70 et qui a permis la naissance de ce type de collection. Il y avait Téchiné, Les Ombres de Brissot. Enfin voilà, c'est assez impressionnant et je vous invite vraiment à tout découvrir. Là comme ça, on se dit que par exemple, c'est à la fois sur la Cinétech et sur Madeleine, ça peut arriver, ça change de temporalité. Comme Madeleine, c'est très vaste, on ne peut pas aussi toujours tout pousser. Donc
en soi, on ne se marche pas dessus. Je pense que la complémentarité, elle est toujours là, même s'il y a une disponibilité à un moment, un instant T de films similaires. La complémentarité, c'est aussi justement créer des ponts, mais pas forcément sous forme de partenariat en tant que tel. Mais quand il y a une rétrospective, là, je pense par exemple aux Amandiers qui sort au cinéma. Le théâtre de Chéreau, moi, je l'ai poussé sur Madeleine. D'ailleurs, il y a Rêve d'automne avec Tedeschi dedans et Pascal Grégory, entre autres. Et donc, l'idée, c'est de dire ça. Voilà, les Amandiers sortent en salle. Si vous avez envie de redécouvrir le théâtre de Chéreau, vous pouvez. Voilà. Et donc, en fait, on fait des ponts comme ça constamment. Et ça, je trouve ça assez beau parce qu'on se dit que c'est un peu infini finalement. Et c'est ça aussi notre travail. Et pour ce qui est de... Alors, c'est pas comme la Cinétech sur Madeleine, on n'a pas de sélection en tant que telle, mais on a des petites cartes blanches, on les appelle les Madeleine 2, et là aussi on va chercher des acteurs du milieu artistique, mais pas seulement, qui viennent nous parler d'un contenu ou de 2 ou de 3 contenus, et c'est une manière aussi de vulgariser. On cherche des portes d'entrée aussi dans les festivals. Les festivals sont importants, ça aussi c'est intéressant, la question des films de plateforme qui sont diffusés en festival. Au début, on nous disait les films de Lina, Madeleine, en festival, ça n'a pas trop de sens. Et en fait, on se rend compte que non seulement c'est une manière parfois d'apprécier le travail de restauration, c'est une immersion aussi différente que sur la plateforme. Je pense, on a fait tout un truc autour de Gainsbourg au festival Les Sœurs Jumelles qui est à Rochefort cet été. Et c'est vrai que c'est une collection qu'on aime beaucoup qui s'appelle À bout portant, qui est une collection de documentaires, d'entretiens où on rentre chez les artistes. Et donc là, on rentrait dans la maison Gainsbourg. Qui va d'ailleurs être disponible, enfin en tout cas qu'on pourra visiter en 2023. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais vu le film, je sais pas, 5 fois sur Madeleine, et en le voyant en salle, je voyais autre chose. Et ça, c'est aussi intéressant de débattre là-dessus. C'est pas d'ailleurs qu'un débat technique, c'est aussi sur une expérience de salle. Et donc, et voilà, et je me dis qu'il y a encore plein de possibilités. Et finalement, voilà, la salle est loin d'être morte aussi par rapport à ça, quoi. Tout à l'heure, donc tu viens juste de parler justement de gens qui viennent présenter des contenus, etc. Donc il y a un peu comme un rapport à la salle justement avec quelqu'un qui vient présenter un film, mais aussi sur la Cinétech, vous faites des ciné-clubs. Et il y a aussi ce format très lié à la salle qu'on retrouve sur les plateformes comme le ciné-club. Oui, c'est vraiment un héritage de la salle, ça aussi, encore une fois, de la cinéphilie de nos réalisateurs fondateurs qui ont vraiment grandi avec les ciné-clubs. Et donc à un moment donné, ça doit remonter à 2019. On s'est dit qu'on allait à intervalles réguliers présenter un film en salle qui serait présenté par un réal ou une réal et qu'on le retransmet, qu'on rendrait ce film disponible à tarif promotionnel pendant 1 semaine sur la plateforme et que le débat qui avait lieu en salle serait capté et retransmis d'abord en direct et ensuite on a renoncé au direct parce que ça avait peu d'intérêt pour la plateforme finalement, mais en tout cas capté et retransmis en ligne. Et là encore venant en fait créer une capsule et un accompagnement du film en question. Donc c'est vraiment, là c'est carrément un héritage mais un hommage à la salle, de dire qu'en fait même sur une plateforme on a envie de reproduire ce système-là. Et aujourd'hui, de temps en temps, il nous arrive de faire des ciné-clubs qui ne sont pas du tout en salle, pour le coup, mais qui sont justement un film qu'on va mettre en avant pendant 1 semaine sur la plateforme en l'accompagnant d'une présentation spéciale à cette occasion-là. Ouais. Donc là, on a beaucoup parlé donc, de la complémentarité, la circulation entre salles, festivals, cinémathèques, etc. Et si j'avais un peu envie de parler vous l'avez déjà un peu évoqué, mais peut-être de creuser en tout cas au niveau de Lina et de Tank, mais sans en parler non plus. Vous n'êtes pas forcément les personnes qui s'occupent de ça, mais vous avez une connaissance. Moi, par exemple, en allant voir le dernier film de Mise en scène Love, Un beau matin, je me suis rendu compte que Mubi avait été coproducteur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent, en tout cas, où les plateformes, un peu comme les chaînes de télé, deviennent de plus en plus des coproducteurs. Et je me dis, en fait, il y a ce cercle vertueux de complémentarité et de programmation, mais il existe aussi en termes économiques, où finalement les plateformes viennent apporter une aide financière à la salle, en fait, et à la création. Enfin, voilà, si vous pouvez en dire un tout petit mot, même si vous l'avez déjà un peu évoqué. Oui, du coup, c'est ce que je racontais un peu dans la présentation. Où, Tank, du coup, a commencé en 2016 et ensuite, il y a eu 2 ans, en fait, pour que, du coup, la plateforme puisse être un diffuseur qui coproduit des films. Et du coup, pareil, il y avait une réflexion sur comment ça allait être fait. Et en fait, il y avait une envie vraiment, encore une fois,
aussi de faire des choix et des sélections et pas en fait que les projets arrivent un peu tout venant. Donc du coup, ça a été de faire ça en fait avec des partenaires à chaque fois. Donc il y a des appels à projets en fait à Tank. Par exemple, il y en a un avec Mediapart qui est là depuis le début et je pense qu'il va être amené à perdurer. Mediapart est vraiment un partenaire important à Tank, et où du coup là il y a un peu c'est vraiment des films en début d'écriture, donc c'est vraiment des projets de documentaires avec quand même une petite, quand même un peu resserré, donc en fait c'est des films autour de l'écologie, des films soit de société ou de politique, bon ça reste large, mais voilà il y a quand même un peu un axe qui est donné, et donc voilà il y a une commission à la fois de personnes de Tank et de Mediapart qui du coup sélectionne des films, et c'est un apport vraiment comme un diffuseur classique, donc il y a un apport, ce qu'on appelle en numéraire, donc de l'argent qui est donné en fait à la production pour que le film se fasse, et un apport en industrie, donc c'est-à-dire des moyens techniques. Donc en fait à Tank maintenant il y a vraiment des studios de post-production, il y a toute la chaîne de post-production, montage image, montage son, étalonnage, et depuis 1 an ou 2, je ne sais plus, un éditorium de mixage en fait. Donc du coup les producteurs et les réalisateurs en fait viennent, enfin surtout les réalisateurs et les réalisatrices et les techniciens et techniciennes viennent en fait finir leurs films à Tank, donc les locaux sont à Lussas en Ardèche. Voilà, et du coup en fait il y a plusieurs appels à projets dans l'année. Ça peut être aussi des films en cours de montage, donc il y a un appel à projet qui s'appelle Film en route, et donc là pareil, voilà, les films sont sélectionnés à chaque fois avec des partenaires. Tank n'est jamais seul à faire ce choix là, et donc les films viennent finir leur post-production aussi à Lussas. Après du coup les appels à projets en fait sont amenés à changer. En fait, l'idée c'est pas de créer des choses fixes tous les ans. C'est un peu ce qui a été fait là ces dernières années, mais là en fait il y a un peu une envie que ça bouge, que le nombre d'appels à projets change, que les partenaires changent. Voilà, il y a aussi évidemment une envie à ce que les films soient un peu mieux dotés financièrement. Donc là ils se sont rapprochés de Canal Doudé et de TV7 Bordeaux, qui sont deux diffuseurs de Nouvelle-Aquitaine, qui sont aussi des diffuseurs locaux. Donc ça permet en fait de mieux doter les films en production. Et c'est sûr que c'est vraiment, c'est ce que je disais, ça a été une réflexion qui a commencé en 2015, où quand même il y a eu un peu une alerte rouge dans le documentaire de création suite à cette réforme en fait de l'aide à la production, et en fait une mise à mal des télés locales. Et quand même il faut savoir que beaucoup de documentaires de création qui sont d'ailleurs visibles dans les festivals sont financés par des télés locales, parce que contrairement en fait à France Télévisions ou même à Arte, en fait il y a vraiment une liberté de création qui est un peu unique. Et donc voilà, il y a eu Tank qui est arrivé avec cette volonté de se dire, mais si ces télés locales ne peuvent plus autant coproduire, comment on va faire pour continuer à faire ces films ? Donc voilà, c'est venu comme ça, et après c'est un modèle économique qui est quand même aussi pas simple à maintenir, et Tank reste quand même une plateforme de diffusion avant tout, mais voilà, en fait ça a été en tout cas une réflexion conjointe en fait, et sur cette question en fait alors de la rareté dans le sens de la disparition en fait, plutôt de se dire il y a quelque chose qui peut être fait. Et c'est vrai que Lussas, voilà, ça a été un peu un endroit de réflexion, parce que se croisent des personnes, voilà, qui travaillent aux États généraux, donc un festival. Je citais DocMonde en fait, qui crée des formations et des rencontres de production, c'est-à-dire qu'il y a une synergie en fait de personnes qui travaillent à des endroits différents de la chaîne de création et de diffusion du documentaire. Je pense qu'il a fait qu'à un moment voilà, il y a une réflexion, en tout cas commune, avec différents acteurs qui sont à différents endroits, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et en tout cas, c'est vrai que j'ai pas cité quand même après, ça a été une réflexion en tout cas collective au sein du Village Documentaire, qui est du coup une association qui regroupe en fait toutes les structures à Lussas qui travaillent autour du commentaire, et qui aussi inclut des sociétés de production en fait. Il y a aussi le site j'ai un trou, film documentaire,
J'ai un trou. Film documentaire, c'est ça. J'ai eu un petit trou qui recense tous les films qui sont aussi à l'USAS. Voilà, après, c'est vrai que ça a été cofondé par 3 personnes, qui est Jean-Marie Barbe, Diane Vera et Pierre Mathéus, en fait. Donc, c'est quand même évidemment 3 personnes après qui ont créé ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cet esprit collectif, il y est toujours, et aussi dans le fonctionnement et aussi les ponts entre, en tout cas, les coproductions et la diffusion, en fait, pardon, pas les coproductions, les préachats, c'est que des préachats à Tenk, c'est pas des coproductions. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi dans une synergie, voilà, toujours, quoi. Et ce qui est chouette aussi, c'est que Tenk inclut aussi les spectateuristes, parce que je me souviens que pour Film en route, il y avait eu un appel à jurer parmi les spectateuristes. D'ailleurs, j'avais participé. Et soyez aux aguets, parce que ça, c'est une expérience super chouette aussi, de pouvoir aller à l'USAS et d'avoir un temps comme ça où on réfléchit ensemble aux films qu'on a envie d'aider. Et c'est de lire des dossiers, d'avoir aussi une connaissance des films un peu concrète aussi avant la diffusion, et d'avoir de nous accorder un peu une place de professionnels aussi, et de personnes qui pensent et qui cinéphilent ensemble. Mais c'est assez chouette. Voilà. Et oui, du coup, ça me fait penser, il y avait eu aussi quelques années un appel pour les abonnés à faire leur liste des films préférés qu'ils avaient vus sur Tenk. Et en fait, après, il y avait une reprise pour Noël où du coup, les films qui avaient été le plus cités en fait étaient repris. Et quand même là-dessus, sur un point important, c'est qu'en fait, Tenk, c'est une coopérative. Précisément, c'est une SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, en fait, les abonnés peuvent être sociétaires, en fait. Et d'ailleurs, en ce moment, là, je crois, depuis hier, il y a vraiment eu il n'y avait pas eu trop de communication autour de ça, parce que je pense que c'était encore un peu trop tôt. Mais là, ça y est, il y a un bandeau maintenant sur le site, vous allez voir en haut, qu'est-ce que c'est de devenir sociétaire. Mais voilà, du coup, les abonnés peuvent aussi prendre des parts et du coup venir aux AG, voter. En tout cas, c'est vraiment aussi très transparent là-dessus. Et voilà, ça c'est un peu... En tout cas, c'est pas récent, ça l'est depuis toujours, hein, les abonnés peuvent être sociétaires. Mais voilà, ils commencent à mettre l'accent aussi là-dessus, un peu particulièrement. Pauline, je précise juste, tu parlais de Retour à Reims tout à l'heure, mais on a aussi passé Garçons sensibles, Ouais. qui a été coproduit par l'ENA, si je ne me trompe pas, de Lifshitz. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pour le festival à Arles. Ouais, je me souviens. En fait, l'INA, c'est vrai qu'on a énormément de producteurs. On a des locaux immenses qui ont une patte soviétique. D'apparence, on est perché tout en haut de Brie-sur-Marne. Alors, c'est en banlieue parisienne et c'est une sorte de campus universitaire. Et donc, on a plein de bâtiments. On a un pôle formation qui prend de plus en plus de place au métier de l'image. Voilà, un pôle post-production, restauration, son, image, et puis un pôle éditorial qui est plus petit mais qui grossit aussi. Et les ponts sont vraiment en train de se faire, mais pendant des années, c'était pas si évident. Il n'y avait pas de communication directe entre toutes ces personnes. Moi, quand je suis arrivée à l'INA, je pouvais croiser à la cantine Jacques Doyon, et je me disais, mais c'est dommage, je suis pas au courant, pourquoi il est là, et en fait, on se croise à la cantine, et là, il me parle de ses films de télévision à un moment où il était en galère financière. Il a fait pas mal de faits divers. C'est lui qui a relancé la carrière de Jeanne Moreau avec L'Arbre, un fait divers assez méconnu que j'avais sur Madeleine. Donc je suis allée voir, je fais mais pourquoi j'ai celui-ci, pourquoi j'ai pas les autres, pourquoi j'ai pas L'Homme à la mer. Donc on discute, mais moi je veux absolument que tout soit sur Madeleine. Mais oui, mais qui gère ces films? Et là, silence, on sait pas. Et donc ça prend des mois et on cherche et on se demande, et lui-même ne savait plus qui gérait le droit de ses films. Donc souvent à l'INA, c'est comme ça que ça se passe. Et après on met une équipe, on recherche et parfois ça n'aboutit pas, parfois ça aboutit. Mais pour ce qui est de la coproduction, pour l'instant, Madeleine n'est pas spécialement associée, c'est d'abord l'INA. Donc après, nous, on en bénéficie parce que dans les négociations, désormais, Madeleine entre en jeu. Une diffusion, alors on n'est pas sur de l'exclusivité parce que Madeleine, c'est une petite plateforme et puis on concurrencera jamais les grosses plateformes. Pareil, à l'INA, la logique du diffuseur, le roi encore, c'est la télévision, quand même. C'est-à-dire que voilà, c'est le diffuseur, donc c'est lui qui dicte les choses, et donc Madeleine s'adapte, voilà. Mais nous, ça nous permet d'exister en festival. Pour l'instant, c'est encore assez flou, mais Madeleine existe en tant que coproducteur dans des petits projets, entre guillemets, hein, le mot petit, mais on a fait un appel à projet qui s'appelle Inalab, et là, c'était vraiment un appel à projet Madeleine où on convoquait des jeunes réalisateurs, artistes, s'ils avaient
avaient envie de réaliser une série de fiction, mais à base d'archives. Voilà, donc il y avait un budget. L'INA accompagnait sur la totalité du projet. Ça s'appelle, là en l'occurrence, le premier Inalab Madeleine sort, ça s'appelle Les archives d'après minuit, et donc c'est sur tous les débuts de la science-fiction et de l'horreur à la télévision. Et on est assez content que ce premier projet-là aboutisse, parce que c'est le début de quelque chose. Donc Madeleine se positionne, mais plus côté jeune création, etc. Et pas sur les grands films documentaires. Mais je sais que l'INA a aussi pour projet d'être producteur principal. Voilà, il y a aussi une évolution de leur côté. On n'est plus entre guillemets que fournisseur d'archives, où la coproduction n'est pas que on apporte tout un tas d'archives. On a aussi envie de raconter des histoires, travailler l'archive nous-mêmes, et je pense que ça prendra du temps, mais c'est des démarches qui s'enclenchent. Bon, là, ça fait un bout de temps qu'on parle entre nous. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. On va passer la parole au public. J'espère que vous avez des questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir si vous connaissiez une plateforme qui est dédiée aux courts-métrages, notamment de fiction ou documentaire, peu importe. Parce que là, on parle beaucoup de films de patrimoine, ce qui est intéressant. Mais en fait, les courts-métrages, notamment de fiction, c'est ce qui prend 70% de la programmation des festivals. Enfin, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est aussi des produits qui sont rares et qui sont difficilement accessibles en dehors des festivals, alors qu'il peut y avoir des petites pépites. Et je ne sais pas si ça existe, donc voilà, c'est ma question. Il y a la plateforme qui s'appelle Bref, notamment, qui est la plateforme de l'agence du court-métrage, justement, et qui est vraiment dédiée à la création de courts-métrages. Ouais. Je sais qu'il y a une... Alors, il faut que je me souvienne du nom. Il y a une plateforme, je crois, qui s'appelle Média 24, qui est spécialisée dans le court-métrage documentaire, et avec en plus des sous-titrages multilingues, qui est aussi une plateforme gratuite que j'ai découverte par hasard. Il y avait aussi une plateforme qu'on voulait inviter mais qui n'a pas pu venir, la représentante qui est une cinéaste, Myriam Charles, c'est la plateforme Zoom Out, où en fait c'est une plateforme qui est vraiment une fenêtre à la création, jeune création, et en particulier expérimentale, où en fait il y a pas mal de courts-métrages aussi. Voilà. Sans faire la pub sur Henri, il y a aussi beaucoup de courts-métrages fiction ou documentaires ou expérimentaux. Enfin, il y a vraiment toutes les formes possibles. Oui, sur Tank aussi. Ouais. Oui, non, il n'y a pas de distinction long ou court, en tout cas sur Tank. Il y a vraiment de tout en termes de durée, en fait. Peut-être même si quelqu'un souhaite partager aussi sur le fait d'être spectateur de plateforme ou non, n'hésitez pas aussi juste à partager avec nous, parce que c'est intéressant aussi d'avoir vos retours là-dessus. Oui, par exemple, vous allez souvent sur ces 4 plateformes ou sur l'une d'entre elles, ou en fait, ça peut être aussi intéressant pour nous de savoir plus vos pratiques. Moi, du coup, et pour ma part, j'y vais quelques fois. Moi, j'avais une question, c'était plus par rapport justement au niveau des droits d'exploitation. Est-ce que c'est comme la musique, ou à partir de, je crois que c'est un truc, c'est combien, 75 ans c'est 100 ans, pardon? Ouais, c'est pareil. Ok, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de droits officiels. Mais du coup, ça c'est pour la plupart des films, mais du coup, ça s'adapte, ou enfin, ça peut s'adapter au niveau des contrats et tout ça, ou c'est une règle universelle? Je peux parler pour l'INA. Moi, quand je suis arrivée sur Madeleine, j'avais une date en tête, c'est 82. Et 79, parce qu'en plus il y a une petite variable, mais avant 79, tout ce qui a été diffusé à la télévision, normalement, je n'ai pas de problème pour mettre en ligne. Alors bien sûr, parfois, il y a des photos d'artistes dans des documentaires, mais même un film, en fait, c'est OK. Après, il y a ces 3 ans d'ajustement 82, puis ensuite privatisation de la télé, puis ensuite beaucoup d'autres productions, et donc les choses se sont complexifiées, mais voilà, déjà, il y a cette idée-là. Alors, c'est pas... c'est marrant parce que ça peut fonctionner pour les émissions
émissions, ça peut fonctionner pour d'autres choses, mais les émissions, là, tu évoquais la musique, les ayants droit musicaux, c'est vraiment le plus difficile pour nous. Ça coûte une fortune. Parfois, je pense, alors j'ai un trou de mémoire sur quel... je crois que c'est une émission qui était diffusée à la télévision, ça s'appelait L'Homme en question, et le générique, c'est Les choses de la vie. Voilà, et donc en fait, on avait les droits évidemment sur cette émission, mais il fallait libérer ces questions musicales, et ça s'applique dans beaucoup de programmes. Voilà. Donc après 82, c'est problématique pour nous. Donc là, après, c'est des coûts, et le moindre extrait de film dans un programme, ça peut aller très très vite, quoi. Les prix sont exponentiels. Donc, Tu parlais de la question du domaine public, en fait, aussi, c'est ça ? De ce que j'en sais à la Cinétech, quand il y a s'il y a quelqu'un qui nous donne une copie d'un film, qui nous met à disposition un film, le domaine public, de toute façon, même s'il existe, déjà il est rare parce que c'est 75 ans après la mort du dernier ayant droit. Voilà. J'ai pas le détail, c'est un petit peu flou, y compris pour moi. Mais en tout cas, même si un film j'ai un bon exemple. Par exemple, La Nuit des morts vivants de Romero, c'est un film qui est dans le domaine public parce qu'en fait le copyright a obligé d'être déposé au moment du dépôt légal. Et du coup, le film est dans le domaine public de fait, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le catalogue de plein de distributeurs. Il y en a plusieurs, je vais pas les citer, et dans des copies qui sont diverses et variées. Voilà. Donc en fait, en gros, globalement, on peut aller décider du distributeur auquel on s'adresse en fonction de la copie qu'on préfère et qu'on trouve la plus heureuse et la plus à même de rendre hommage au film. Mais donc, de toute façon, il y a des droits de diffusion qui sont à reverser au distributeur qui est le détenteur de la copie. Voilà. Et sur la question des droits musicaux, il y a un truc qui est très triste, c'est qu'il y a une série, si vous ne connaissez pas, allez voir, qui s'appelle Tous les garçons et les filles de leur âge, qui a été faite au début des années 90, si je ne m'abuse, par Pierre Chevalier de l'unité fiction d'Arte. Il y a une dizaine de courts-métrages qui sont des sublimeries absolues, dont encore une fois Travolta et moi, ou encore une fois il y a un Ackerman aussi qui s'appelle Portrait d'une jeune fille de 16 ans à Bruxelles à la fin des années 80, un truc comme ça. Et là en fait tous ces 60 même, à la fin des années 60, absolument, pardon. Et tous ces films-là sont bloqués, par exemple, pour une diffusion en DVD ou en VOD, parce que c'est des films qui avaient aussi une des règles, c'était de prendre des chansons de l'époque à laquelle le scénario du film se passe. Et donc, il y a des choses très, très connues. Par exemple, dans Travolta et moi, il y a les Bee Gees, Saturday Night Fever. Et du coup, les droits n'ont jamais réussi à être clearés parce que c'est démentiel en termes d'acquisition de droits. C'est comme ça que les films sont bloqués depuis lors. Effectivement, sur la question de droit, pour compléter, comme la Cinémathèque française a vraiment des films très très anciens, même pour nous, quand on doit faire des restaurations ou des numérisations, on va aussi se concentrer sur ces films-là parce qu'au moins on a moins de problèmes de droit. Et c'est pour ça que sur la plateforme, soit on a ces films-là très anciens, par exemple... il y en a un que je vous recommande. J'ai un trou de mémoire, mais tant pis. L'histoire de cette espionne qui n'arrête pas de se changer, de se transformer. J'ai un trou de mémoire. Pardon. C'est un nom grec, plus ou moins. Mais voilà, c'est des films assez marrants. Et soit des films, même on a des incunables du cinéma d'animation, vraiment des choses très très anciennes, ou les films chronophotographiques de Étienne Jules Marais plutôt. Et enfin voilà, on a à la fois ça, mais c'est vrai que sur les films les plus récents, alors ça, je pense qu'on a la chance d'être la Cinémathèque française, qui fait que pour, par exemple, beaucoup de films, des films par exemple, on a fait une rétrospective de ce film japonais indépendant, donc les réalisateurs sont là, sont jeunes, et on leur a demandé est-ce que vous nous autorisez à montrer vos films, et ils nous ont dit oui, avec plaisir. Pareil pour les jeunes réalisations. On a travaillé avec un festival de cinéma hongkongais qui s'appelle Fresh Wave Film Festival, qui est un festival qui a été fondé par Johnny To pour aider les jeunes réalisateurs hongkongais, et ça devient de plus en plus utile avec la situation actuelle. Et les Hongkongais, normalement, sont très durs en affaires.
Et là, ils nous ont aussi autorisé de montrer les films gracieusement. Et c'était aussi en plus un moyen alors ça, nous, on n'est pas toujours. Des fois, c'est des rappels avec l'actualité cinématographique, mais c'est vrai que là, pour Hong Kong, en tout cas, moi, ça me paraissait important de rappeler le mouvement de protestation qu'il y a eu à partir de 2019. Et donc, c'était aussi des films qui étaient à la charnière entre la liberté d'expression avant 2019 et celle qui n'ont plus maintenant. Enfin, voilà. Donc, sur les droits, on est assez chanceux en étant la Cinémathèque, je pense. On arrive à parfois, on paye des droits effectivement, mais on arrive aussi à les réalisateurs ou les producteurs sont souvent aussi heureux de pouvoir montrer et d'avoir une fenêtre sur ces films qui sinon ne sont pas montrés ailleurs. Alors bonjour, c'est par rapport au fait que vous faites presque tous du cinéma de patrimoine, comme on dit, de l'ancien cinéma. Et donc, est-ce que ça peut vous arriver d'avoir quelques petits problèmes, si je peux dire, en termes de devoir recontextualiser des films qui ont peut-être, dans leurs propos, vieilli? Je pense à, il y a 2 ans, il y avait eu une polémique sur Autant n'emporte le vent, sur les panneaux pour recontextualiser le film. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peut-être ces questionnements éthiques, de se dire déjà, est-ce qu'on met le film? Si on met, est-ce qu'on le recontextualise? Comment on fait? Voilà. Je commence parce que la question me passionne, ça vous embête pas. C'est une super bonne question. Alors, oui, on met les films, on met les films en ligne. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de film grandement problématique qui vraiment nécessiterait de se poser la question de la viabilité de proposer le film ou non. En revanche, ça fait bien 2 ans effectivement, et on est très en retard, qu'on souhaite en fait apporter un éclairage particulier, qu'il soit historique ou politique ou social, sur certains films dont effectivement le propos, le contexte et ce que ça raconte peut avoir vieilli, ou pour ne pas dire être devenu problématique, que ce soit problématique de manière très importante et grave, ou de manière plus insidieuse, voilà. Et ça peut être des questions je pense pas mal à la représentation de la femme au cinéma au XXe siècle. Clairement, il y a des choses qui sont très hallucinantes quand je tombe sur certains films aujourd'hui. Vous parliez d'Autant n'emporte le vent, la représentation des personnes noires au cinéma, surtout aux États-Unis à cette époque-là, pas évident non plus. Cette année, on a mis en ligne Alléluia de King Vidor, qui traite aussi de cette question-là. Donc voilà, la réponse, elle est que non, on le fait pas assez pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qui nous travaille et sur lequel on planche actuellement pour justement identifier un corpus d'œuvres qui nous semble nécessaire d'être accompagné par un prisme un peu plus encore plus singulier et à cette aune-là, justement. Oui, la question se pose pas que sur les films d'ailleurs, nous c'est vraiment sur tous les contenus. Je pense que le théâtre, la question du sexisme et de la représentation des femmes dans le théâtre diffusé à la télévision dans les années 80, c'est pas évident. On pense à, on a des Maria Pacôme, des Micheline Prels, on a des grandes icônes, des grandes queens du théâtre, mais elles sont pas dans des rôles évidents, donc c'est toujours à recontextualiser. Moi, je rêverais d'avoir, de pouvoir faire des cartes blanches et des sélections avant chaque projection parce que c'est important. La question aussi de la représentation des minorités. On a pas mal de blackface aussi dans certaines fictions de télévision. Donc on sensibilise sur Madeleine. On a des infos complémentaires. Dans les résumés, c'est très personnalisé, nos accroches. C'est les documentalistes et les journalistes qui accrochent et on essaye d'être le plus personnel possible et on n'hésite pas quand des choses nous choquent ou des passages. Mais je trouve que c'est pas encore assez. C'est vraiment très important. Et en plus, je pense que c'est pas desservir non plus le film ou la pièce de théâtre que de dire attention, avec nos yeux d'aujourd'hui, ça peut vous sembler choquant. On n'est pas dans... on ne lance pas une polémique, on est juste dans un avertissement, mais plutôt... le mot bienveillant ne s'applique pas là, mais on essaye d'avoir cette approche-là. On a aussi des cinéastes, on a des personnalités qui ont ensuite des polémiques, de harcèlement ou autres. Moi, quand je suis arrivée
arrivé sur Madeleine, j'ai beaucoup aimé Le Beau Monde de Michel Pollack, et on m'a dit tout de suite, ah non, Michel Pollack, on ne peut pas, faut pas trop qu'on en parle, et pourtant il est omniprésent dans notre catalogue, donc c'est toutes ces questions-là, pour l'instant on n'est pas encore très à l'aise, on ne sait pas ce qu'on doit en faire, c'est présent, mais c'est un peu caché. Et voilà. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit vraiment réfléchir parce qu'on se prive aussi parfois de films importants ou intéressants. Donc voilà, c'est en cours. Nous également, la question se pose selon les films que l'on voit, qui ont pu être numérisés, restaurés, on peut choisir. Et étant donné que chaque film est présenté et que de toute façon on doit le recontextualiser quoi qu'il arrive, même peu importe son contenu, mais sur certains, oui, en particulier. Alors là, j'en ai juste un en tête, je repense à ce premier film amateur queer Thaï, qui était aussi un peu avec un personnage trans, et là aussi il a fallu recontextualiser parce que le film est un peu ambigu également, parce que c'est un film qui s'appelait It's All About a Katoe. Donc Katoe, c'est ce personnage homme qui s'habille en femme, qui joue le rôle d'une jeune femme, hein, mais il y a un twist final. Et voilà, il a fallu, et aussi dans à la fois le contexte thaï, pourquoi ce film est particulier, pourquoi il est en même temps assez insolent. Mais on essaie de faire vraiment aussi attention de plus en plus. La Cinémathèque est spécialiste des polémiques, donc voilà, c'était aussi est-ce qu'on met les films, les courts-métrages de Brissot ou pas en ligne. Ça a été fait. Voilà, c'est une vraie question qui se pose. Voilà, la rétro n'a pas été faite, mais les courts-métrages ont été mis en ligne. C'est une sorte de réponse, plus ou moins, ou de ce qu'on... Voilà. Je me souviens plus des présentations des textes, en revanche, de la présentation des films. Mais c'est vrai qu'en fait, la question se pose que ce soit un film de patrimoine ou pas, en fait. Et c'est vrai que tout le temps, le fait que le film soit accompagné d'un texte qui explique pourquoi il est montré, mais qui pourrait aussi développer pourquoi il est montré, bien que... Et c'est vrai que c'est important. Et là, même, nous, des fois, sur des escales, on réfléchit à faire intervenir des personnes qui sont concernées par la question même, en fait, qui sont aussi dans le champ artistique. Mais d'un coup, de dire, est-ce que c'est important d'avoir un dialogue sur qu'est-ce qu'on représente, comment on représente ces personnes si on n'en est pas une nous-mêmes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus présent, en fait, dans en tout cas nos réflexions de programmation. Et après, le fait de programmer des cinémas qu'on ne voit pas beaucoup, c'est aussi ça, en fait. Mais et voilà, moi, j'ai beaucoup programmé, en fait, au début sur Tank, il y avait des plages, qui étaient comme des cases à la télé, sauf que ce mot ne voulait pas être utilisé, mais du coup, il y avait vraiment des plages thématiques, donc, la plage politique, la plage écologie, la plage premier film. Donc voilà, c'était vraiment beaucoup plus guidé, en fait, la première version de Tank. Et moi, je travaillais en binôme avec Olivier Barlet, qui est un spécialiste du cinéma africain, sur la programmation qui s'appelait Doc Monde. Du coup, c'était que des premiers films d'auteurs ou d'autrices non occidentaux. Voilà. Et ça a été très long aussi pour nous pour définir qu'est-ce qu'on programmait. Du coup, et en fait, c'était vraiment des cinémas qu'on voit peu et qui sont pas mis en avant, et des fois dont on dit qu'ils sont plus fragiles. Et voilà, on a beaucoup réfléchi aussi à qu'est-ce que ça veut dire un film fragile par rapport à d'où on parle, en fait, au point de vue situé de où on programme, et en fait de le déplacer. Du coup, j'ai l'impression que c'est ces questions-là aujourd'hui qui sont beaucoup plus présentes, en fait, dans les œuvres qu'on crée et qu'on montre, mais voilà, et qui sont... en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a eu... moi j'ai eu ce souci-là parce que je programmais sur cette plage avec Olivier, donc ça a été dès le début, en fait, dont on arrivait à Tank. Mais je vois que depuis ces dernières années, c'est vraiment aussi une réflexion, et Eva Touran et Jérémy Joran qui coordonnent toute la programmation, en fait, sont vraiment attentifs à ça, en fait, à aussi le nombre de réalisatrices qu'on programme, et aussi est-ce que c'est que des occidentaux. Des fois il y a des programmations, c'est que des personnes blanches, en fait, donc il y a une attention aussi à qu'est-ce qu'on montre, quoi. Et aussi la grammaire la grammaire visuelle et esthétique, en fait, qu'on propose, en fait, parce que on est quand même assez c'est difficile de se décentrer, en fait, constamment, mais voilà. Bonjour. Je voulais savoir, parce qu'ici il n'y a quasiment que des étudiants, mais est-ce que votre public selon les plateformes est assez jeune comme ça, ou est-ce que ça reste assez diversifié? C'est à peu près tout.
Alors, la moyenne d'âge, attention, on est sur du 60 ans en moyenne. Voilà, je crois qu'on a descendu un petit peu, parce qu'en fait, avant Madeleine, l'INA avait lancé INA Premium, qui était un service de vidéo à la demande, mais là, vraiment, sans éditorialisation, c'était vraiment seules des personnes très affinitaires avec les contenus de l'INA arrivaient à s'y retrouver. Et avec Madeleine, le but, évidemment, c'est de s'ouvrir et de rajeunir. Donc là, on est descendu en dessous de la barre des 60 ans, mais c'est encore CSP+, masculin. Il y a un peu plus de femmes, mais voilà. Ça va prendre du temps. On a 2 ans et demi d'existence, c'est tout petit. En revanche, il y a juste un truc intéressant, c'est que il y a donc le site, la plateforme disponible, etc. Et puis on a aussi les réseaux sociaux. Et on est parti de zéro. Et on a essentiellement les gens qui nous suivent sont des femmes, beaucoup d'actrices, des influenceuses. Enfin, c'est assez intéressant parce que la ligne éditoriale est quand même assez engagée quand même. C'est des questions de sensibilité, mais l'équipe est un peu engagée sur ces questions-là. Et donc on a une communauté sur les réseaux qui est très identifiée, et beaucoup plus jeune. On a une moyenne d'âge de 35-40 ans, donc c'est super, on est super content, et on la transforme pas pour l'instant sur Madeleine. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont très intéressantes, mais pour l'instant, c'est un vrai mystère. Nous, la moyenne d'âge, elle est de 41 ans. Plutôt un homme aussi, mais c'est du 51%, 49%, plutôt dans les grandes villes, plutôt CSP+, aussi. Mais depuis qu'on a lancé l'offre par abonnement, qui est donc notre sélection de 10 films organisés selon une thématique et qui change tous les 10 du mois, qu'on a mis à 2,99 par mois, donc quelque chose de très accessible. Là, la moyenne d'âge s'est sensiblement rajeunie. Et grâce à ça, en fait, il y a quand même 25% de gens de moins de 30 ans sur la plateforme. Et sur les abonnés, il y en a 35% qui ont moins de 30 ans sur les abonnés à la sélection du mois. Donc ça, on était très heureux parce que, encore une fois, ça répondait quand même à cette volonté de transmettre le patrimoine cinéma et de dire que il y avait des choses à découvrir et plein de choses à découvrir et de faire un focus comme ça, une lumière qui était assez ciblée tous les mois sur 10 films. Et ça a permis de rajeunir l'âge des publics. En TVOD, à la location unitaire, là on est plutôt autour de 50 ans de moyenne d'âge. Voilà. Donc c'est vrai. Il y a aussi, on assiste en fait en tout cas sur la Cinétech, mais j'imagine que c'est le cas sur pas mal de plateformes, à une dichotomie des usages aussi, c'est-à-dire que les jeunes générations sont habituées à la SVOD au tout illimité, et c'est vraiment vers là que le marché va et que les modèles évoluent. Et c'est pas étranger à des plateformes comme Netflix, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est vers là que ça va. Et donc, les plus jeunes publics sont habitués au tout illimité. Et les générations les générations d'avant, je sais pas comment le dire, les personnes plus âgées, elles sont habituées au ticket de cinéma, à la location DVD, à l'achat de DVD, etc. Enfin, des choses qui sont unitaires. Et en plus, quand on a une situation plus installée, a fortiori qu'on est plus vieux, a priori, souvent, on a plus de moyens aussi. C'est quelque chose qui entre en compte évidemment sur la consommation des films, puisque c'est un budget aussi. Voilà. Moi, sur les abonnements individuels, je ne sais pas du tout, je demanderai. Mais par contre, il y a beaucoup d'abonnements qui sont vendus en fait, aux universités, aux écoles, aux institutions. Donc, en fait, là, c'est chaque école, université qui achète un lot en fait, et qui propose aux étudiants. Donc là, il y en a beaucoup. Du coup, ça, j'avais demandé... C'est le cas mien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que là, j'ai demandé, moi, sur les abonnements, aux institutions, pour le dire large, il y en a 18 000 qui sont vendus, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont activés, parce qu'en effet, est-ce que là, sur les 100 que vous avez proposés à vos étudiants et vos étudiantes, lesquels sont activés, lesquels sont vus, ça, on ne sait pas trop. Ouais, voilà. Mais... Et alors j'avoue, moi non plus, j'ai aucune idée de l'âge des personnes qui vont sur Henri. Ce qui était surtout important pour nous, étant donné que c'était lié à la Cinémathèque française, c'est que ça puisse ouvrir l'accès aux collections à d'autres personnes, de ne pas être juste parisien et en banlieue parisienne, et que ça puisse l'élargir à la fois à toutes les régions de France, et puis aussi
Au niveau mondial, on a par exemple beaucoup de spectateurs du Chili qui sont fans des films de Raúl Ruiz. Pas mal aussi de spectateurs de spectateurs, c'est un peu spectatrices, de public du Japon. Donc je sais pas trop. Je sais que certains enseignants et enseignantes travaillent avec nos films. Là, par exemple, pour encore 2 semaines, on a en ligne un programme qui s'appelle Nasty Women. Qui est une sorte d'avant-première d'un grand DVD de 99 films sur les femmes burlesques des premiers temps. Et d'ailleurs, c'est justement un travail, là aussi, qui a été fait incroyable, qui a été fait par 4 enseignantes chercheuses et une programmatrice du High Film Museum d'Amsterdam pour retrouver ces premières actrices du burlesque qui ont été complètement oubliées et avec justement en reprenant ce Nasty Women, avec tout le sens de ce nasty sur ces femmes redoutables et en même temps justement pas jolies souvent. Et donc il y a des films hilarants d'une grève de nourrices par exemple. Et là aussi on a un petit avertissement avant un film assez raciste sur la représentation d'une Amérindienne. Et donc ils ont demandé à une femme d'origine d'une tribu de parler du film avant. Donc on voit bien qu'on a aussi cette importance de la remise en contexte. Voilà, donc ces enseignantes et d'autres, je sais qu'une de mes collègues à Taïwan, par moi aussi utilisé certaines des projections avec ses étudiants et étudiantes. Donc, mais j'ai pas exactement de détails sur les âges. Moi, je voulais juste rajouter pour Madeleine, c'est 2,99 € par mois aussi. On est dans le Pass Culture et on est en train d'arriver aussi dans des écoles de cinéma. Enfin voilà, on essaye de se montrer un peu plus parce qu'on est beaucoup contacté aussi par des professeurs. Et je voulais juste revenir sur la communauté d'expats parce que moi, c'est une vraie découverte aussi. Et je pense que le film de patrimoine a vocation à voyager dans le monde parce que je ne sais pas si c'est le côté nostalgique, on est loin de la France, etc. Mais nous, on a une forte communauté d'expats qui sont très au fait de Madeleine et qui demandent souvent les actualités de Madeleine et on s'en est rendu compte dès la première année. Madeleine est accessible dans le monde entier. Voilà. Mais bon, les questions de droit font que certains sont très frustrés parce que le programme ne se lance pas, parce qu'il n'est pas disponible aux États-Unis. Les négociations aujourd'hui, c'est avec le Benelux essentiellement, donc c'est assez peu, quoi. J'ai une question concernant la diffusion de contenus internationaux. Alors, c'est une question qui a été abordée à plusieurs reprises sous différents angles, notamment par Wafa Germani qui nous parlait de son goût prononcé pour le cinéma asiatique et du coup décider de diffuser des films de ces régions-là. Comment ça se passe notamment chez Alina, chez Madeleine, où c'est très centré sur la France? Ce qui est logique en fait, parce qu'on ne peut pas diffuser. J'imagine que votre tâche, c'est pas de diffuser le contenu TV de la Terre entière. Ça n'aurait pas forcément de sens, mais est-ce que c'est une question qui se pose et comment elle se pose chez vous pour diffuser, je sais pas, du contenu espagnol, italien, allemand? La question des contenus internationaux en langue étrangère et du sous-titrage est au cœur des réflexions de l'équipe technique de Madeleine en ce moment parce qu'ils ont pensé la plateforme sans la question des sous-titrages et là on est en train évidemment de les réintroduire. Donc Madeleine va beaucoup évoluer dans les 6 mois à venir et d'ailleurs jusqu'à maintenant c'était Lina qui gérait tout le développement technique de la plateforme, mais on s'est rendu compte que l'univers de la SVOD étant hyper concurrentiel, il faut toujours être à la pointe. Lina est présent sur tellement de domaines que la SVOD, c'est très difficile aujourd'hui et donc on va externaliser le fonctionnement de Madeleine et donc la plateforme va évoluer, on aura la question des sous-titres qui sera résolue, ils seront intégrés. Cette question tombe bien parce qu'on a réussi à faire à la fin de l'année, on aura chapeau melon et bottes de cuir sur Madeleine. Donc là, c'est en anglais. Les sous-titres nous sont fournis, mais c'est une série diffusée à la télévision.
diffusion, en France aussi. Pour l'anecdote, dans le désordre, plein d'épisodes mélangés. Enfin, c'est vraiment un délire de tout remettre. On a de la saison 1 à la saison 6. Et donc, c'est le début. Mais on a très peu de films en langue étrangère. Il y a eu des coprods avec l'Italie, l'Allemagne. Mais là, c'est vraiment des petits bouts comme ça de films. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on refait le sous-titre un peu à la main. Enfin, voilà, manuellement, je veux dire, les équipes de l'INA sous-titrent. Mais on a très, très peu de films en langue étrangère pour l'instant. Ça va venir petit à petit, quoi. Moi, je veux bien juste ajouter un truc ça rejoint un petit peu cette question-là, qui est, et qui rejoint plein de choses qui ont été dites encore une fois, la question d'où on se place, d'où on est, etc. Évidemment, nous, c'était très important qu'il n'y ait pas que des réalisateurs et réalisatrices français sur la Cinétech, mais qu'on sollicite des gens un peu partout dans le monde. Et de fait, on s'aperçoit que, voilà, comme Wafa a un tropisme pour le cinéma asiatique, et quand Park Chan-wook nous donne sa liste, là, il y a une quinzaine de films sud-coréens qui arrivent, dont on n'a jamais entendu parler, et ça permet cette découvrabilité-là et cette transmission-là. Quand Marina 2 et Wim Wenders donnent leur liste, il y a plein de films allemands qui arrivent, et des films allemands qui n'étaient jamais sortis en France. Donc c'est pas toujours facile d'avoir les droits. Des fois on y arrive, mais il n'y a pas de sous-titres français qui existent. On n'a pas les moyens pour le faire sous-titrer, donc les films in fine sont pas dispo, mais en tout cas ils ont le mérite d'être listés et d'être cités, et on sait qu'ils existent d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, on se rend compte aussi que la nationalité compte pour pas mal dans la cinéphilie, et qu'en France, on a une chance extraordinaire de voir un peu le cinéma du monde entier. Et c'est pas le cas dans tous les pays du monde dans lesquels on grandit, et que c'est vrai que souvent la nationalité influe sur la cinéphilie et les pays de provenance des films qui sont cités. Et par exemple, c'est pareil, il a fallu attendre Miguel Gomez pour que 3 films de Montero soient cités sur la Cinétech. Il n'y en avait aucun avant. Voilà, il y a des aberrations comme ça, mais c'est intéressant, je trouve. Bonjour. En fonction du modèle économique, je pense à abonnement, VOD, gratuité, comment vous envisagez l'arrivée de la publicité en ligne, puisqu'on nous propose même, on a l'idée d'abonnement réduit avec publicité. J'imagine que vous, en tant que plateforme, si c'est abonnement, c'est sans pub. Voilà, donc, et puis Henri, qui m'intéresse beaucoup, puisque la gratuité est là, donc si vous pouvez développer un peu comment c'est gratuit. C'est gratuit. En fait, si vous... en fait, ça a été une vraie question qu'on s'est posée dès le début. Enfin, pendant le confinement, c'était évident que ça devait être gratuit. Et ensuite, on s'est interrogé. On a préféré que ça le reste, et qu'en fait, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, quoi. C'est pour ça que des fois, c'est un peu dur de savoir qui. Il suffit d'aller sur le site de la Cinémathèque ou faire juste sur un moteur de recherche, Henri Cinémathèque, et on tombe directement dessus et on clique sur le film. On a la fiche qui s'affiche avec le film et on le lance. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une économie très réduite. C'est pour ça que on a de la chance. La Cinémathèque ayant été toujours là pour accueillir les films de cinéastes du monde entier, pour les avoir gardés, conservés. Donc je parlais du film algérien Elle de 1966 qui passe tout à l'heure, du premier film, un des premiers films béninois Sous le signe du vaudou, enfin tous ces films compliqués et que la Cinémathèque a accueillis. En retour, beaucoup de réalisateurs et de producteurs nous laissent montrer les films gratuitement. Donc, Patricia Mazui nous a juste donné l'autorisation en disant, j'ai les droits sur mes courts-métrages, allez-y. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir. Et du coup, on a un budget assez réduit soit quand on vraiment doit passer des droits, puisqu'on on doit payer des droits, on le fait, et on essaie d'utiliser ce budget pour justement sous-titrer les films, pour les rendre plus accessibles, donc au moins les sous-titrer en anglais et les rendre plus accessibles au monde entier pour que
plus de gens puissent découvrir les films, parce que la plateforme sert aussi de tremplin pour des futures programmations. On voit que beaucoup de films ensuite passent dans des festivals et sont montrés ailleurs. Et si jamais un des films, et certains réalisateurs laissent les films sur notre plateforme, mais si jamais ils ont une opportunité pour que le film soit distribué d'une autre manière, et ben on est ravis et on enlève le film de la plateforme. Et voilà, enfin, on veut surtout pas être en concurrence avec soit d'autres plateformes, soit un moyen de subsistance des producteurs et des cinéastes. Je pense pas que la publicité arrivera sur Madeleine, parce que Lina a cette... Pardon ? Ouais, je crois pas que... Et puis on est déjà très... ouais. Puis on nous reproche déjà que Madeleine soit payante, parce que c'est vrai que c'est le patrimoine de l'audiovisuel, la question de la redevance, on a déjà payé pour ces contenus, pourquoi il faut repayer pour les voir? C'est toujours beaucoup de pédagogie. Je pense que Lina a de tout temps essayé d'expliquer aussi cette question des ayants droit, du coût des gens qui travaillent, etc. Mais donc la publicité, je pense pas que ça impactera Madeleine. En revanche, on prend conscience, parce que voilà, on est tous des plateformes qu'on qualifierait de niche, mais on a aussi ambition d'être découverte par le plus grand nombre. La question d'arriver sur Amazon s'est posée pour Madeleine. On est arrivé sur Amazon, donc là on prend conscience d'un univers très particulier et très opaque. On a peu de discussions avec eux, on ne sait pas qui nous regarde. Par exemple, je suis sûre que le public d'Amazon est peut-être potentiellement plus jeune, mais ça je ne peux pas le savoir, etc. Et même d'arriver sur les téléconnectés, parce que tout le monde veut que ces plateformes soient sur les téléconnectés, mais être présent sur les téléconnectés, on découvre que pour apparaître quand votre télé s'allume et qu'on voit le corner à côté de Netflix et Amazon, c'est des centaines de milliers d'euros pour être présent. Et donc là, évidemment, on ne peut pas être présent, c'est impossible. Donc on découvre à peine ce milieu-là, et financièrement, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais c'est assez impressionnant. Je me reconnais tout à fait dans ce que dit Pauline. Nous, sur la Cinétech, je pense qu'il est hors de question que la publicité arrive également, même si évidemment ça va être un enjeu sur les prochaines années, puisque c'est aussi comme ça que le modèle évolue. Mais c'est pour ça qu'on s'est constitué en association aussi, et qu'on n'a pas souhaité faire évoluer le modèle et ne pas devenir une boîte privée, par exemple. Qui pourtant pourrait faire entrer du coup des actionnaires et des investissements privés, etc. Mais c'était aussi pour garder cette indépendance-là et pour pas que la pub puisse arriver à un moment ou à un autre. Sur Amazon, nous aussi, on n'est pas sur Amazon, mais on a, après un refus catégorique, un peu de principe et qu'on imaginait éthique à l'époque, on s'est dit nous aussi que il y a des nouveaux moyens, il y a des nouveaux canaux de diffusion, faut les explorer quoi qu'il en soit. Et c'est vrai, c'est très opaque, on sait pas du tout. Et c'est là où le travail d'éditorialisation qu'on peut faire et qui est très spécifique à ce qu'on fait chacun sur nos plateformes, tout d'un coup c'est très noyé sur des grands diffuseurs et notamment sur les FAI. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est intéressant, parce que là, pour le coup, on vous a parlé d'un travail d'éditorialisation qui fait notre spécificité. Et si on arrive sur ce genre de plateforme, de support, en fait, à quoi on va servir, on ne sait pas trop. Et alors parfois, on est content parce qu'il y a des choses qui ressortent et tout. Mais moi, je suis très inquiète par rapport à ça aussi. Parce que c'est des algorithmes aussi, beaucoup. Et voilà. Et nous, on n'a pas d'algorithme sur Madeleine, quoi. Vous ayez envie de rajouter quelque chose, peut-être. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était des échanges très riches. Ah, génial. Je regrettais un peu quand même. Ouais, du coup, vous avez parlé des droits, du coup, forcément, qui demandent de l'argent. Et du coup, ça dépend de quoi, en fait, le prix des droits d'exploitation, ça va dépendre de quoi? Et c'est chaque ayant droit qui décide à combien il vend son film, pour combien de temps, où. Donc ça dépend
Voilà, c'est pas pareil de vendre un film pour 2 mois ou pour plus longtemps. C'est pas pareil si c'est pour le territoire de la France, c'est l'Europe ou c'est le monde. Donc ça change à chaque fois. Et du coup, c'est chaque ayant droit qui. Et donc nous, moi non, mais en tout cas, à Tenk, c'est là où il y a une grosse équipe d'acquisition des droits qui négocie avec eux. Voilà, parce que. Et puis des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Voilà. Exactement. Et alors sur la Cinétech, on a quelque chose de très spécifique aussi. C'est comme je vous l'expliquais, vu que c'est les choix des réalisateurs et des réalisatrices, on ne sait pas, je peux jamais fonctionner. C'est-à-dire que ma stratégie d'acquisition ne peut jamais être opportuniste en se disant tiens, il y a un catalogue de 100 films chez tel distributeur ou tel ayant droit qui m'intéresse, faisons un package global et comme ça donne un prix un peu cassé par titre, un peu comme ça. Non, moi je fais de ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire que je vais voir les distributeurs ou les ayants droit directement, ça dépend, en leur disant tel film m'intéresse, celui-ci m'intéresse, etc. etc. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, parce que peut-être ça peut intéresser, nous en TVOD, c'est-à-dire la location unitaire, on travaille quasi exclusivement en partage de recettes, c'est-à-dire que sur une location qui est faite, il y a un tel pourcentage qui va dans la poche du distributeur ou de l'ayant droit et un tel pourcentage dans la poche de la Cinétech. Et en SVOD, on fonctionne sur des coûts d'acquisition aussi, et comme l'expliquait Lisa à l'instant, ça dépend de la durée, des territoires, et ça dépend grandement de l'ayant droit, du film. Il y a aussi des films qui sont considérés comme des produits, on entend beaucoup, pour en revenir à Amazon, on entend beaucoup le terme de contenu depuis quelques temps. Ça s'applique aussi à il y a des gens qui parleront d'Apocalypse Now comme d'un contenu. Donc c'est à prendre en compte et ça dépend vraiment de l'interlocuteur en face, effectivement. Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi on avait décidé de partir sur une offre SVOD où les films seraient accessibles qu'un mois, parce que des durées d'acquisition plus longues, et par exemple sur un an, sur un même nombre de films, auraient été beaucoup trop coûteuses pour nous. Voilà. C'est pareil, comme nous aussi, c'est des listes quand même si c'est... ça conditionne aussi vraiment ce qui peut être montré, et il y a un aller-retour. En général, on donne nos listes, et en fait il y a le pôle acquisition qui fait un premier travail pour essayer de défricher et qui revient vers nous pour dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, parce qu'en fait c'est vrai que moi je pense à un film, j'ai aucune idée en fait déjà de qui a les droits, parce que je fais pas ce travail là, et du coup est-ce que ça va être possible, enfin je commence à comprendre que du coup quand l'ayant droit est américain et que c'est des gros studios quoi, là ça va être compliqué. Quand il y a eu des restaurations de fêtes, du coup on peut pas les avoir, donc c'est vrai que ça conditionne. Et je sais pas si, enfin je pense qu'à Tenk, le fait que les films restent que 2 mois, ça a été vraiment aussi une volonté pour l'éditorial, mais aussi en fait ça permet d'avoir des films que peut-être on n'aurait pas, et voilà aussi pour les ayants droit, ça permet un roulement où du coup c'est pas exclusif, ils sont pas tout le temps là, donc ils peuvent céder les droits à des prix plus bas. En fait ça permet peut-être d'avoir accès à des films auxquels on n'aurait pas accès sinon en fait. Pareil, on a un service d'acquisition à l'INA, mais qui travaille sur vraiment beaucoup de domaines. Donc moi, quand je suis arrivée, je me suis plongée dans ces questions juridiques. Je les connais vraiment peu, mais on m'a tout de suite dit, si tu visionnes un documentaire qui te plaît et qu'il y a un extrait de film, pense 1 500 € la minute, 2 000 €. Bon, voilà, des petites choses comme ça. Donc j'ai des ordres d'idées, et c'est vrai qu'à partir de là, je fais un filtre, déjà un premier filtre, et je me dis ah non, ça sert à rien, on va pas lancer ce film dans un processus d'acquisition ou de libération de droits qui va nécessiter que beaucoup de personnes travaillent dessus, alors que dès le départ on sait à vue d'œil que ça va coûter trop cher. Donc ça, c'est des arbitrages qu'on fait entre nous en amont pour éviter de multiplier les réunions, les prises de contact, etc. Parfois, on a des bonnes surprises parce que on a de la chance à l'INA. Il y a un producteur qui détient les droits d'un film, et lui, il veut tourner un film avec des archives. Du coup, on négocie. OK, on va vous permettre de faire ce film et on va vous fournir ces archives. Mais en échange, on aimerait bien avoir vos films sur Madeleine, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc ça abaisse considérablement le prix, mais c'est vrai que c'est très variable, quoi. Et il y a la musique aussi qui coûte très très cher, et pour le coup, ils sont un peu moins souples quand même. Voilà. Vous êtes sûr? Plus de questions? Merci. Ce n'est plus une question, mais un remerciement, parce que là, la plateforme se termine et je me dis,
aucune d'entre vous n'a utilisé le terme de consommation, et on emploie ça partout. On consomme des films, on consomme de la culture, on consomme de la musique, du théâtre, et franchement, moi je consomme encore de l'eau, du gaz et de l'électricité avec difficulté, mais je suis heureux que vous n'ayez pas employé ce terme d'économie qui est franchement détestable. Merci. Merci beaucoup à vous quatre, c'était vraiment passionnant. Merci aussi pour votre écoute et vos questions. Et n'hésitez pas aussi, pareil, je ne sais plus à quelle heure vous repartez, mais si vous les croisez, vous pouvez aussi aller leur parler. Voilà, bonne journée.